Redouane, il faut monter, boum. Qui défonce le premier rang. Ouais. Le Marseillais de TikTok, quoi, en gros. Ouais. Tu me dis un César, un Oscar ou le Tifo, je veux le Tifo. Si tu bosses 18 minutes dans une matière, t'es meilleur que 98% de la planète. J'ai le gars, le pape, il m'invite à le rencontrer. Il m'a dit, à ton avis, pourquoi ? Je pense qu'il veut voir c'est quoi un vrai miracle. Je vois pas d'autre explication. Mais elle est où la limite ? Ben, la limite, elle est juste là où on doit s'arrêter. On est dans un humour aseptisé, on n'a plus rien le droit de dire. J'ai commencé très tard, je ne sais faire que ça. Donc je le faisais gratuitement, j'ai toujours vanné les gens. Je suis drogué au rire des gens, moi, en fait. C'est une thérapie inversée. T'es dans un mode de gaulerie, en fait, tout le temps, 100%. Ouais, Gad, il dit de moi, à chaque fois que tu ouvres la bouche, on perd de l'argent. Il n'y a personne qui va croire en moi comme moi je crois en moi. On ne peut pas aimer tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. On vient de créer un podcast, One Night with Redouane. On va faire un podcast de 8 heures. Il va tout me raconter. Tu sais, il a cru que c'était une psychanalyse. Je suis venu en paix. Ouais, on est en mode avion. On est en mode avion. Voilà, je suis... ce truc improvisé, là, il y a 1 heure. Mais en fait, je me suis douté... Alors, on enregistre, pardon. Mais je me suis douté que... il fallait un peu te traquer comme ça, parce que Gad nous a mis en relation et gentiment. Et puis, depuis le début, tu m'as dit, ouais, trop cool, etc. Je pars... je sais pas si je peux dire où t'es parti. T'es parti j'étais en Inde pendant plus 44 jours. Qu'est-ce que t'es allé faire en Inde ? À Calcutta, une petite ville de 14 millions d'habitants. Très sympa. Entre 30 et 40 degrés, 85% de taux d'humidité, de la pollution, des bruits, des odeurs. Un film. Un tournage d'un film. C'était bien ? Exactement ça. Moi, ouais, très très bien. Agréablement surpris. J'ai passé un super bon moment. J'allais un peu chier liquide. Voilà. Pour dire, bah ouais. Non, c'est dur. La bouffe, elle est pimentée. La pauvreté, c'est choquant ? Ben, c'est très choquant. Ouais. Parce qu'elle est visible. Bon, t'as le syndrome indien, des gens qui s'en remettent pas, des gens qui meurent dans la rue. On a vu des gens morts allongés par terre, des gens qui vivent par terre. Donc, dès que tu pars là-bas, tu te dis, on est bien en France. Hein. La baguette, le croissant dans le café au lait, le bon pain avec du beurre, la confiture chaud, ça fait du bien. Non, mais c'est parti pour mieux revenir. Mais c'était très, très belle expérience. Écoute, je suis trop content parce que, moi, je t'ai découvert comme beaucoup sur les réseaux, sur TikTok en particulier. Et tu vois, mon podcast s'appelle Génération Do It Yourself. Il y a plein de gens qui voient les gens ou des générations. Moi, c'est pas une génération. Enfin, la génération, c'est des gens qui se bougent le cul, tu vois. La génération des gens qui font des choses, quoi. Et toi, ce que je trouve ouf, donc en regardant un peu tardivement, puisque t'es arrivé, tu m'as dit, j'arrive dans 1 heure. Bon, cool. J'ai vu que t'avais 1 an de plus que moi. Et que t'as explosé finalement récemment. Vous avez une famille de dingue, en fait. T'as 3 frères qui cartonnent dans des métiers plutôt du spectacle aussi. Ouais, ils sont réalisateurs, ils sont auteurs, ils sont acteurs. Il y en a qu'un Molière. Ouais, mais c'est avec lui que j'ai tourné le film en Inde qui s'appelle Délocalisé. Ok. C'est l'histoire d'un Français qui travaille dans une usine dans le nord de la France, une usine de matelas. Ça fait 17 ans qu'il bosse là-bas et il est promu contremaître. Donc son salaire qui doit passer de 1005 à quasi 5000 €, le rêve d'une vie. Il va pouvoir s'acheter une maison à crédit, une voiture, la vie d'Aloca, quoi. Et le jour où il arrive dans l'usine est délocalisée en Inde. Donc, et son rêve qui se barre en Inde, du coup, il ne veut pas lâcher l'affaire. Le PDG lui dit qu'il y a une politique de reclassement et que s'il le souhaite, il garde ses conditions qu'il a actuellement pour aller travailler en Inde. Donc ça reste du coup, il se dit, ça va. Il se dit, ouais, c'est ça le truc. Donc il arrive et c'est indexé en roupies. Donc c'est plus 5000, mais 200 balles qu'il gagne. Le double d'un salaire indien. Et c'est la descente aux enfers. Il doit sauver son couple entre mensonges et vie indienne. Tu sais, t'as un Indien dans la ville, là c'est un Français dans la ville perdu en Inde. Donc voilà, c'est choc des cultures, une comédie sociétale. Très belle aventure. Impatient de voir ça, c'est vrai que... Alors, il y a eu déjà un film qui est sorti il y a quelques mois, au ski. C'est les petits frères, ils ont fait les Secpa au ski, ils avaient fait le 1, le 2, ça a cartonné, le 1 il a fait 700 000, le deuxième 1,3 million. Donc ils ont cartonné avec leur film. Toi, t'es même pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis pas dans le 1, j'apparais dans le 2.
Ok. Je joue le rôle de Philippe Chandelier. On a calqué Candeloro. Tu sais, avec une nuque longue, un prof de patin à glace. Chandelier. Super, ouais, super marrant. Donc, si vous avez vu le film ou si vous allez le voir. Ouais. Trop bien. Ouais, mais donc c'est ça qui me fait à peu près, enfin, qui me fait carrément halluciner, c'est tu vois, la grinta que t'as et à la fois une sorte de combativité, en fait. Comment, enfin, on va y revenir. Ce que j'aimerais voir sur cet épisode, c'est un peu, peut-être, je sais pas, tes techniques notamment d'impro, parce que je sais pas si tout ça vient naturellement. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'école. J'ai fait l'école, comme dirait Russell Crowe. Je sais pas si tu as vu cette vidéo de Russell Crowe. Ouais. J'ai fait l'école Russell Crowe, j'ai pas fait d'école. Tout vient tout seul. Ouais, non, mais il y a deux trucs. Si tu veux être acteur, il faut être ponctuel, il faut arriver à l'heure. Parce que si tu arrives en retard, t'es viré. Et il faut bosser, tout simplement. Ouais. Il n'y a pas de secret. Travailler et arriver à l'heure. Apprendre tes textes. Ah, mais apprendre son texte, c'est normal, mais faut bosser, quoi. T'as tous les mecs, comment on fait, il faut taffer, tout simplement. Il faut se renseigner, comme beaucoup de choses. T'as la loi des 1000 heures ou des 10 000 heures. Si tu bosses 18 minutes dans une matière, t'es meilleur que 98% de la planète. Tu veux faire du piano, tu fais 18 minutes par jour, et t'es meilleur que 98% de la planète au piano. C'est aussi simple que ça. Faut bosser, tu faire du piano, du tennis, et c'est pareil pour toutes les disciplines. Après, c'est sûr que un bosseur qui se retrouve face à un mec talentueux qui bosse, c'est quasi impossible de le rattraper parce qu'il bosse comme toi et en plus, il a le talent naturel qui fait que ça lui simplifie les choses. Mais comme disait Magic Johnson, le talent est battu par le travail. T'as un mec qui bosse, t'es super talentueux, tu bosses pas. 9 fois sur 10, t'es battu par le mec qui a travaillé dur, il va te rattraper. Ça, c'est vrai que ça se voit, tu fais l'analogie, mais ça se voit clairement dans le sport. Je veux dire, oui. un Cristiano Ronaldo... Kobe Bryant, il l'expliquait, il disait, vous pouvez pas me rattraper. Là où les mecs s'entraînent 2 fois par semaine, je m'entraîne 5 fois par jour. Mais c'est pareil, c'est la répétition, c'est la discipline, la résilience, il faut pas lâcher. Après, si moi je faisais ça, j'ai commencé très tard et je ne sais faire que ça. Donc je le faisais gratuitement, j'ai toujours vanné les gens, j'ai toujours fait des blagues, que ce soit au travail, au quartier, en famille, avec des potes, n'importe où, dans un ascenseur. S'il y avait une vanne à glisser, avec les douaniers, je me suis fait contrôler par les douaniers il n'y a pas longtemps. Je peux faire des blagues, je l'ai fait et ça détend l'atmosphère. Quand c'est bien fait, c'est le mec qui sourit, il se dit, ah ouais, putain, on veut le faire chier, mais en vrai, il est cool, il est sympa. C'est un moyen d'autodéfense et ça passe toujours. Dans ces trucs-là, tu le dis toi-même, finalement, une courbe d'apprentissage, ça t'arrive pas de tomber à côté, genre avec un douanier ou tu vois, dans une situation comme ça où le mec il te comprend pas, il se dit mais pour qui il se prend lui en fait? Non, mais ça arrive. Je me suis fait contrôler par les douaniers là. Je rentre d'Inde et ça fait 44 jours. Je suis là quasi 2 mois et t'as tous les douaniers qui sont là, tout le monde qui sort du vol. Il y a du monde et il y a un douanier qui me voit. Et tu sais, j'ai les cheveux longs, je suis pas trop reconnaissable, j'ai perdu 8 kilos. Donc, il se dit, je le connais. Et après, tu sais, ils sont professionnels. Il sait pas si je suis un narcotrafiquant ou un tueur en série ou un mec recherché. Et en fait, il sait que je suis connu, mais pas des services de police. En fait, je suis entre les vidéos de mecs recherchés qui scrollent. Et il doit regarder des vidéos de moi. Et une fois qu'il me contrôle, il se dit, merde, vous êtes l'humoriste. Donc il me dit, ouais, je vous ai là sous la main, je suis obligé de vous contrôler. Donc il me contrôle qui se passe super bien. Vous avez de l'argent? Oui, j'ai de l'argent. Donc tout se passe bien. Et là, tu as sa boss qui me connaît pas, qui me regarde. Et tu sais, ils comptent l'argent. Ils sont obligés de compter l'argent devant toi. Et moi, je discute avec mes potes. Elle me dit, hey, vous le regardez quand il compte l'argent. Je dis, madame, je lui fais confiance, il est douanier. Il va pas me voler. Donc ça les a détendus, ils ont rigolé. Après ils m'ont dit, ah, vous avez une ceinture, plus de 350 €, faut déclarer. Non, toujours avec des blagues. J'ai écouté les gars, j'ai perdu 8 kilos, le pantalon il ne va plus. Je suis à Dubaï, il y a Dolce Gabbana, Prada, Gucci, Hermès. Il y a que des marques italiennes. Je me suis dit, allez, on va aider les Français, on va prendre ceinture Hermès.
Après, elle fait plus de 350 €. Je vais pas arriver en caisse. Et le mec te dit la ceinture, elle est chère. Tu peux pas faire marche arrière. Donc, tu sais, avec le sourire, ça passe toujours. Il faut pas se fermer. Et ça marche pour tout le monde, je pense. Mais ça marche pour tout le monde. Mais souvent, les gens, ils sont crispés, ils sont en mode défensif, ils veulent aboyer. Pourquoi vous faites ça? Mais moi, le problème, c'est que j'essaye ça, mais comme je suis pas aussi fort que toi, les gens me regardent. Ah oui, c'est sûr que si tu fais une vanne avec les douaniers et que tu maîtrises pas trop, je disais avant, quand j'étais pas connu, je me faisais fouiller. T'avais la palpation, elle était dure. Maintenant que t'es connu, ils te caressent, tu vois. Avant, ils te palpaient l'anus, maintenant ils te caressent la nuque. C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Redouane, j'ai une question pour mes invités que je pose en début d'épisode, c'est que je leur demande de se présenter. Est-ce que tu veux bien te présenter, Redouane Bougueraba? Je m'appelle Redouane Bougueraba, je suis né à Marseille, je suis humoriste, stand-upper, acteur, auteur. Voilà, tout simplement. Plus simplement. Papa aussi, j'ai vu. Je suis papa, j'ai 2 filles. J'ai une grande de 16 ans qui va faire 17 ans là, le 25 avril et j'ai une petite de 5 ans qui vient de faire 5 ans. Extra. Voilà. Le grand écart. Le grand écart, Jean-Claude Van Damme. T'as fait un truc assez extra quand même. Je sais pas à quel point. Tu vois, c'est Gad qui nous en parlait. Et, enfin, bon, évidemment, moi je l'ai vu, mais il y a plein de gens, par exemple, qui certains te connaissent pas. Puis quand on leur dit, mais si, celui qui défonce le premier rang. Ouais. Ils sont tout de suite dire, ah ben oui, bien sûr, ouais, le Marseillais TikTok, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et en gros, un des trucs que tu as fait qui est juste magique, c'est de filmer toute ces parties de ton spectacle, qui sont différentes à chaque fois, et de les sortir. Ça veut dire que tu filmes tous tes spectacles? Je filme tous mes spectacles. Non, là, j'ai pris le téléphone, c'est pas un manque de respect. Non, je t'en prie. Mais je voulais te montrer que j'ai reçu un mail aujourd'hui et je suis invité à rencontrer le pape. My God. Voilà. J'en parlais avec Gad. Et le pape, le vrai, hein. Pas le faux, hein. Donc, je suis invité par le pape à rencontrer le pape. Incroyable. Donc, je voulais audience avec le pape François dédiée aux protagonistes du monde de l'humour. Ouais. Je vais pas donner la date. Et il y a marqué. C'est le 15 juin. Et il dit à la fin, en cas d'intérêt et disponibilité. Non, je m'en bats les couilles, je viens pas, c'est ça. Non, j'y vais. Je te jure, j'y vais. Ouais. Tu sais pourquoi j'y vais? Parce que je pense que c'est une belle rencontre. C'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer le pape. Et après, j'ai le gars, j'ai dit, le pape, il m'invite à le rencontrer. Il m'a dit, à ton avis, pourquoi? Je pense qu'il veut voir c'est quoi un vrai miracle. Tu vois, je vois pas d'autre explication. Je vois pas d'autre explication. Tu vois ta vie comme un miracle, toi, là, ce qui se passe? C'est magnifique, moi, ce qui m'arrive. Je vais faire le stade Vélodrome, me retrouver dans un stade, jouer devant 50, 60 000 spectateurs. Ça n'a jamais été fait. Tu vois, les gens, à chaque fois, ils disent, ouais, il a de la chance. Mais le truc qu'on parlait de filmer les interactions, sur YouTube, il y a plus de 12 heures d'improvisation. Donc, tu peux être marrant une fois au hasard. Le plus dur, c'est de reproduire à chaque fois l'improvisation, qu'elle soit un peu différente. Après, tu peux avoir des similitudes parce que tu as un banquet, toujours, tu vas essayer de changer la vanne, mais il y a toujours un truc qui va ressembler ou certains prénoms, certains métiers. Donc, il y a des fois où plus ou moins ça peut se ressembler. Mais j'ai essayé de donner, tu as 13 heures d'impro différentes, de personnes, de physique, d'origine, de relations. C'est vraiment un spectre élargi et c'est sur YouTube, tu vois. Les gens te disent, ouais, c'est du hasard. Du hasard, ça fait 3 ans tous les soirs, tous les 3 jours, ils nous posent 3 minutes, entre 3 et 8 minutes de sketch inédit, il n'y a personne qui fait ça. Après, t'es obligé de tomber sur une vidéo parce que il y en a obligé une qui te touche, que ce soit la famille, Carlos Ghosn, tu vois, que je me retrouve, je joue devant Carlos Ghosn, je fais la vanne, je dis, mais comment t'es rentré ici? On sait comment tu sors, il sort par des boîtes, mais par comment il fait pour rentrer. Donc, obligé quelqu'un qui est touché, des mecs qui travaillent à la RATP ou des mecs qui bossent dans la banque, des mecs qui ont fait il y a une vidéo qui est obligée de toucher quelqu'un, que ce soit les meufs, les mecs de tout type d'origine, que ce soit des Turcs, des Sénégalais. Je me suis fait expulser du Congo. Tout ça, je le raconte et ça cartonne.
Donc, je suis obligé de toucher certaines personnes. Et tu as tout le temps les gens qui disent « Ouais, mais c'est un effet de mode, ça va s'arrêter. » Ça fait 6 ans que j'entends ça. Ouais, on n'en entendra plus parler l'année prochaine. Ça fait que grossir. Et ça fait que grossir. Ouais. Tu vois. Et il y a 6 ans, t'étais où quand tu faisais ça? T'étais dans une salle avec 40 personnes? Dans des petites salles, c'est 100 personnes. 2015-2016, je jouais dans des salles qui s'appellent Le Beau Saint-Martin. C'est 60 personnes. Je faisais le Comedy Club chez Jamel, 100 personnes. Le Sentier des Halles, pareil, 100 personnes. Après, j'ai basculé. Je suis allé au théâtre de 10 heures, 3 fois par semaine, 146 personnes. Et après, ça a été la Cigale, ça a été le Théâtre des Nouveautés, l'Olympia, Casino de Paris. L'Olympia où t'as quand même marqué, quoi, jamais les premiers, c'est ça, non? Ouais, jamais les premiers. Ouais, et j'ai mis Poupoune Harvard, c'est le nom de ma deuxième fille. J'ai dit, je fais ça juste pour gagner de l'argent, pour envoyer ma fille à Harvard. Là, je crois que je peux envoyer ma fille, sa mère, ses grands-parents, tout le monde à Harvard. Mais... tu sais, tu démarres et tu te dis, ouais, mon rêve, c'est de faire l'Olympia. Après, tu fais Casino de Paris, tu fais un Palais des Sports, 10 Palais des Sports. Et là, je fais 2 Bercy à Paris. Non, moi, c'est les chanteurs qui font Bercy. C'est pas... les humoristes qui font Bercy se comptent sur les doigts de la main. Peut-être les doigts d'une main. Il n'y a pas énormément. Ouais, les stades, c'est ce qu'on regardait en préparation. T'as Bigard, quoi. T'as Bigard qui a fait Stade de France. Après, t'as personne qui a fait Marseille. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de malade. T'as la pression? Ouais, là c'est dans 2 mois, je commence à avoir la pression. Quand on te dit, il y a 28 000 personnes qui ont jeté leur place. Jamais de ma vie, je pensais faire 28 000 personnes en une soirée. Et là, on va faire peut-être 50 ou 60 000. C'est énorme. Incroyable, ce tifo, là. Ce tifo que... Ouais, le tifo. Tu savais. Pendant le match. Ouais, tu savais. Mais je savais parce que moi, je suis Marseillais, je suis supporter de Marseille. Donc, ils m'ont dit, on va te célébrer, on va sortir le tifo pendant le match contre le Shakhtar Donetsk. C'est pour ça qu'ils ont mis la Coupe d'Europe. Ça devait être pendant la campagne européenne. Mais il y a l'UEFA qui demandait une autorisation spéciale. Ils voulaient vérifier qu'il n'y ait pas d'obscénité, qu'il n'y ait pas de... Du coup, on n'a pas pu faire le Shakhtar. Du coup, il y avait le match derrière. C'était le match contre Paris. Ouais. Et ils l'ont sorti contre Paris. Mais on perd contre Paris 11 contre 10. Et du coup, tu as la présidence qui ont dit, ouais, tifo, on n'était pas au courant. Donc, ils ont essayé de te brouiller la piste avec une polémique sur le tifo. Mais le tifo, il est magnifique. Il est magnifique. Ouais, je peux arrêter ma vie sur le tifo. Tu me dis un César, un Oscar ou le tifo, je veux le tifo. Ça n'a jamais été fait. Tu as un tifo, tu as des mecs vivants. Tu vois. Paris a fait un tifo pour Belmondo. Il était mort. Edith Piaf, on a eu récemment. Et tu as eu un tifo à Lyon pour Bocuse. Pareil, qui est mort, qui est un chef étoilé talentueux. Donc, tu essayes de représenter les artistes qui font vibrer ta ville et de savoir que je me retrouve dans un stade. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, je suis comme un ouf. Ouais, je comprends. Écoute... Non, le trip, quand je l'ai vu, moi, je t'avoue que... Mais c'est beau. Après, il y a des gens qui comprennent pas. Ils disent, ouais, pourquoi lui? Moi, on m'a dit, qu'est-ce que t'en penses du tifo? Je dis, j'en pense que c'est génial, en fait. Mais t'es un ouf ou quoi? Bien sûr que c'est génial. Les gens qui comprennent pas, c'est des gens qui savent pas que je suis Marseillais. Tu sais, il y a des gens qui se disent, c'est un extraterrestre. Je suis Marseillais. Je suis Comment on peut ne pas savoir que t'es il y a des gens qui savent pas. Ils se disent, ouais, pourquoi ils se retrouvent sur un tifo au stade Vélodrome? Parce qu'il est Marseillais, les gars. Oui, mais il n'est pas footballeur. Alors, je vais expliquer pour tous ceux qui comprennent pas un petit peu le foot. Parce que moi je parle beaucoup avec supporters, je suis moi-même supporter issu des Winners. Ils m'ont dit, Redouane, en tifo, tu peux pas mettre les joueurs parce que les joueurs ne sont pas fidèles. Tu le vois avec Kylian Mbappé, il part à Madrid. Ousmane Dembélé était à Madrid. Il était à Barcelone. Ouais. Il a joué contre Barcelone, il a marqué, il a célébré. T'as des supporters de Barcelone qui brûlent le maillot Dembélé. Ça veut dire qu'on peut pas représenter un mec qui ne va plus nous représenter. Pareil pour un président, ils vont jamais mettre un président ou un entraîneur parce que c'est des gens qui ne sont que de passage dans le club. Moi, je suis Marseillais, je suis né Marseillais, je vais mourir Marseillais. Et je l'ai dit, il y a 10 ans, je supportais Marseille. Et dans 10 ans, je supporterai Marseille. Je vais pas changer. T'as plus de chances de me voir... Bah, je me suis auto-censuré. J'ai plus de chances de me voir changer de femme, mais non, garde elle aussi. Bah oui, j'ai l'impression que là-dessus aussi, t'es très fidèle. Ouais, mais c'est ça le truc. Tu changes pas de club. C'est Eric Cantona qui disait ça. T'es fan d'un club, tu changes pas de club. C'est pour ça ils ont préféré célébrer un fan que... Cette relation, elle est assez
intéressante parce que finalement, tu vois, tu parlais des salles parisiennes que tu as remplies. J'ai plein de potes, enfin, tu vois, je suis très fan de Redouane Bougueraba, je suis total supporter parisien. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure en rigolant, mais en fait, on te l'a fait, on s'encombre suffisamment. Je voulais aller exprès, là, j'ai pas eu le temps, mais je voulais aller exprès sur la boutique des Champs, un maillot de Paris. Mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est... Mais les gens ne savent pas que Marseille-Paris, la rivalité, a été créée par Bernard Tapie et Canal+. Ils se sont dit comment on peut rendre ce match attractif. Du coup, la rivalité, les vrais classicos, c'était Tapie, Bèze, Claude Bèze, Bordeaux. Elle était là, la rivalité. C'est vrai. Après, t'as eu Paris. Après, Paris n'allait pas bien avant l'ère Qatari. Ils ont fait l'Olympico. Ah oui, c'est vrai. Les années où Lyon cartonnait. La rivalité. Donc, c'est des gens qui se serrent la main, qui envoient des petits jeunes se battre entre eux. Tu regardes, la plupart des joueurs, ils jouent ensemble en équipe de France, ils sont potes, ils se font la bise, ils se font des bisous. C'est des copains, tu vois. Les supporters marseillais ou parisiens, c'est les mêmes, ils supportent leur équipe. Ils ont créé cette rivalité qui dépasse l'entendement. T'as des mecs qui se détestent, qui se tapent sur la gueule, alors que c'est les mêmes. C'est ça qui est ouf, parce que en fait, quand tu le vis bien, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai plein de potes marseillais, on se marre partout, j'ai pas de problème. Alors est-ce que on est sur un soir de Ligue Europa, donc c'est pour ça qu'aussi je te laisse filer. Donc voilà, il y a 2 jours, on avait un Barcelone PSG. T'es pour qui sur un Barcelone PSG? Moi, je te dis la vérité. C'est dur de dire ce que je vais dire, mais je regarde le match, que le meilleur gagne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis toujours comme ça dans le foot. Sauf pour Marseille. Là, c'était Paris, ils étaient au-dessus. Ils ont mérité leur victoire. Après, je suis pas là à dire il faut qu'ils perdent. Ça te ferait chier que Paris gagne la Ligue des Champions? Ouais, on va pas se mentir. Ça va me piquer, mais on les a piqués pendant des années avec le à jamais les premiers. Que voilà. Ils vont pouvoir mettre une petite étoile sur le maillot, parce que pour l'instant, ils ont une étoile filante. Mais c'est de bonne guerre. Après, s'ils la remportent, c'est très bien pour eux. L'idéal, c'est qu'ils gagnent la Champions League et Marseille l'Europa League et qu'on se retrouve pour la... Parce que tu sais que t'as le match vainqueur. Ouais, c'est ça, la Super Coupe d'Europe. Mais voilà, moi, j'ai aucune haine. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une vie, je suis père de famille, j'ai des enfants. Le casser du Parisien, casser du Lyonnais, casser du Stéphanois, c'est pas ma mentalité. Moi, je suis Maurice, je joue partout en France. Tu la dénonces même, je l'ai vu. Ouais, je la dénonce parce que moi, je dis la vérité, je suis fédérateur. Je pars, je joue de partout. Je joue à Lyon, je suis super bien reçu. Je joue à Saint-Etienne, pareil, à Lille, à Paris, Strasbourg. Après, je me fais chambrer parce que je suis Marseillais, je monte sur scène et je le chambre. Je chambre pas mal, je monte avec des maillots de Marseille. Les gens savent que je suis Marseillais, mais c'est de bonne guerre, tu vois. Marseille qui perd, je me fais vanner. Marseille qui gagne, je vanne. Mais ça glisse sur moi, tu vois. Il faudra peut-être pas te foutre trop au milieu du virage d'Auteuil, ça pourrait être un peu glissant. C'est de la provocation, mais voilà. Tu vois, j'ai même des Marseillais qui disent il est plus au Parc des Princes qu'au Stade Vélodrome. Après, c'est des légendes. J'ai présenté une émission qui s'appelle Au Micro. Et on était au Parc des Princes justement parce qu'on cherche une des futures voix pour commenter les matchs. Trop bien. Ouais, on cherche les nouveaux talents de Tu veux pas commenter les matchs? Il faudrait... Ouais, c'est chronophage et c'est une vraie passion. Il faut un timing. Il faut connaître tous les joueurs. Il faut connaître le nom des joueurs, il faut connaître l'histoire du club, il faut avoir des notions de tactique, voir pourquoi il y a telle formation, pour l'erreur, faire des analyses, même si tu es avec un consultant avec qui est du Gary, pro. Exactement. Mais c'est un vrai métier. Et tu dis, lui, il commente, c'est goal, but. Non, c'est pas ça. Les gars, il faut être technique et il faut être capable, parce que tu as une synchronisation de décrypter le match en même temps que l'action. Tu vois, répéter dans ta chambre 2-3 actions, c'est facile, mais en temps réel, c'est exceptionnel. Et transmettre des émotions juste avec la voix, c'est un véritable métier que je ne saurais faire. Donc, j'étais avec Laure Boulot, Hervé Matou et David Ginola. On était au Parc des Princes parce qu'on a reçu les Parisiens. Après, on est allé à Marseille. On a eu les Marseillais. On est allé à Bollard à Lens. Et tu as une finale. C'est un super talent show. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir quelqu'un de gaulerie, quoi, en fait.
un peu de C'est drôle. pas de gaulerie, non, mais c'est d'avoir un vrai commentateur. Moi, Ouais. je suis là, je suis le liant parce que quand même le foot, c'est assez sérieux. T'as le jury qui sont là, qui sont assez stricts, et t'as les apprentis commentateurs, les futures voix de Canal+ qui sont là. Donc t'as ce truc qui est le foot qui est sérieux. Et moi, je suis un peu le côté un peu déconne, un peu on détend avant de passer l'examen. Je suis un peu le présentateur qui lit tout ça. Et voilà, il y a 2 épisodes qui sont passés. C'est disponible sur Canal+, MyCanal. C'est un super programme. Je reçois des super commentaires de gens qui me disent on s'est régalé, ça passe bien. T'as eu plus de 10 000 candidatures. C'est du jamais vu. Tu bosses comme un malade, en fait, non? Bah ouais, je bosse. Ouais. Tu sais, pendant longtemps, c'était vache maigre. Et voilà, t'arrives à un moment où il y a le travail qui se présente, t'as le wagon qui est là, il faut rentrer dans le wagon, il faut bosser. Voilà, je sais que ça va s'arrêter, c'est pas illimité. Donc voilà, quand il y a du travail, on bosse dur. Quand il n'y a pas de travail, ben on bosse pas. Tu crois que ça va s'arrêter? Ouais. Ça fait 6 ans que ça doit s'arrêter. Ça s'arrête pas. Ouais, pas de raison. Ouais, il n'y a pas de raison, mais voilà, je suis réaliste. Si ça s'arrête, j'ai mon tifo, je fais mon stade, je peux m'arrêter. Je vais essayer de m'arrêter avant qu'on m'arrête. En beauté. Ouais, T'as Champions League sur à le toi. Panelka, Putain. en finale de Coupe du Monde 2006, une Bah, zizou. toi, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que le Vélodrome? C'est ça le problème, quoi. Ah tu vas ouais, être obligé de t'arrêter en juin c'est- 2024. Ouais, T'as des dates non, après, quoi, là. le virage après, c'est cinématographique. Ok. J'adore le cinéma, j'écris, j'ai mon frère qui réalise, je suis acteur. Donc le cinéma, tu touches encore plus de monde. Ouais. Ouais, c'est vraiment le cinéma. C'est des gens qui te reconnaissent par rapport à la vie scolaire. Ah ouais, les profs de sport, ping-pong, tac, tac, tac. Et j'adore ça. Dans le ciné, il y a un truc quand même, c'est que tu dois aller super loin de temps en temps dans des personnages qui sont pas du tout, tu vois, Red One, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Tu te travestis dans le cinéma. Oui, tu te travestis, mais tu peux mettre du Red One, tu vois, comme je te disais pour Russell Crowe, Mhm. c'est tu vas jouer ton personnage et tu vas chercher dans tes émotions à toi comment tu peux être triste, comment tu peux célébrer, c'est toi. Il faut que les gens, quand ils regardent le film, ils pensent que c'est crédible. Mhm. Tu joues le rôle d'un banquier, mais voilà, le banquier peut être triste, il peut rigoler, il peut. Et c'est là, il faut être le plus juste possible pour toucher les gens et transmettre des émotions. Après, moi, c'est sur la comédie. J'ai ce point fort en comédie et je suis bien encadré. J'ai mon grand frère qui est réal, qui est un Molière, qui s'appelle Ali Bougaraba, qui est très talentueux. Et voilà. Il y a aussi, on a un chef-op qui s'appelle Sacha Vernik, surnommé Mishti, qui veut dire sucrerie en indien, qui est très talentueux. Voilà, on s'entoure des meilleurs justement pour upgrader. Vous avez comment vous avez du coup une boîte de prod ou un truc comme ça, ou vous bossez avec des boîtes externes? Comment ça se passe? Non, on bosse là sur le film, on bosse avec Quad, on bosse Ouais. avec Yann Zenou, et c'est un des coproducteurs de Intouchable. Ok. Ouais. Donc on a pris les meilleurs pour essayer de faire le meilleur film possible. Là, le film qu'on est en train de faire, on s'est vraiment déchiré. Moi, j'ai commencé à voir un peu des extraits. Je suis vraiment ravi et je vais être content de le montrer. Tu coproduis? Ouais, je coproduis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu te payes pas, soit tu donnes de l'argent pour... Exactement. Je donne de ma personne Ok. et de mon portefeuille pour aller au bout du projet. Ouais, c'est bien. C'est là où tu as comme on dit en anglais, du skin in the game, quoi. Exactement. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui va croire en moi comme moi, je crois en moi. C'est vrai? Bah oui. Il y a Personne n'a cru en toi? Pas beaucoup de gens ont cru en moi, mais là où tout le monde dit ouais, il va se cracher, il va s'écraser, ça va jamais marcher. Même pour le stade, là, récemment. On te l'a dit, ça? Bah oui. Bah oui, t'as des soi-disant les plus gros producteurs. C'est impossible. C'est de l'utopie. Trouver les personnes qui sont dans le même... il faut les trouver. C'est un moment entre la folie et le génie. C'est un film, tu vois. Tu te rates, t'es un fou. Tu réussis, t'es un génie. Hmm. Donc, et c'est un fil. T'es sur le fil du rasoir. Et les mecs, ils m'ont dit, mais jamais
tu réussiras le stade, c'est impossible. C'est plein, là? C'est guichet fermé? C'est pas guichet fermé, là, on est à plus de 26 000, on est à 27 000. Ok. Et on est sur une jauge de 40 000, donc il reste 13 000 pour être sold out. Mais je pense qu'on peut aller à 50 000. Quelle date qu'on y C'est aille? le 22 juin 22 juin. à Marseille. Putain, je serais sur le GR20, moi. Non, là. Encore. Elle me dit, Clémence, on y va. Bah ouais, mais je serais sur le GR20, je fais la traversée de la course. Faire marcher, t'as raison. Et bah, t'iras sans moi, hein, c'est ça. Et bah ok, on y va tous, hein, moi je suis chaud. Ouais, pour les Parisiens, il y a Bercy. Il y a le 12 et 13 juin, Bercy. Un petit Parc des Princes, ce serait sympa, non? Parc des Princes... Ce serait quand même très très drôle. Ouais. De sortir la bâche et de finir en guérilla. Non, mais je pense que le Vélodrome, c'est bien. Je pense que le stade, c'est à faire une fois dans la vie. Il faut que ça soit historique. C'est quoi le setup? T'es au milieu ou scène centrale. Il paraît que c'est... C'est ouf. Il paraît que c'est ouf. J'entendais... Il va y avoir des surprises, il va y avoir des guests. On essaie de faire vraiment un spectacle que les gens ils se prennent une claque. T'as 3 spectacles cette année au stade Vélodrome. T'as Rammstein. Groupe de métal allemand. Toujours surprenant aussi. T'as Bruce Springsteen. Toujours là, lui. Et Redon Mugaraba. T'imagines? Ça veut dire qu'à un moment, t'as une discussion entre Rammstein et Bruce Springsteen. Who the fuck is Redon Mugaraba? Ils se posent la question. C'est qui ce mec? Moi, je les connais, mais ils ne me connaissent pas. C'est sûr. Ils chantent. Non, il fait du stand-up. Ils doivent être choqués. Ils vont dire c'est un ami du pape François, hein, tu sais. T'as le pape qui a fait l'année dernière. Non, mais c'est beau. C'est beau, voilà. Ouais. Non, de pousser les limites. Tu sais, tous ces gens qui parlent mal, qui disent ouais, il va pas réussir ce qu'il fait. C'est de l'essence dans mon réservoir. Moi, j'essaie de transformer le négatif en positif. Tu as 2 types de personnes. Tu sais, les gens qui sont critiqués, qui partent en dépression, et les mecs qui ferment leur gueule et qui taffent et qui montrent avec leur travail. C'est Frank Sinatra qui disait, justement pour répondre aux critiques, la réponse était un succès massif. Voilà, massive success. C'était la réponse de Frank Sinatra. Et il a raison. C'est ce que tu veux, toi, un massif success? Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. T'es en train de massif. Tu fais un Vélodrome. Il fait 10 palais des sports à Paris, 2 Bercy. LDLC Arena, c'est complet à Lyon. Énorme. 11 000 personnes. T'as des mecs, ils n'arrivent même pas à remplir leur salle de bain. Tu remplis un stade. Waouh. C'est massif success. Et les autres, ils te foutent la pression? Autant que le Vélodrome, c'est quelque chose, mais LDLC ou un Accor Arena, un Bercy, ça te fout. Mais tu sais que le fait de faire le stade, ça me fait passer. Alors que déjà de faire un Bercy, c'est ouf. Je te jure, tu taperas les mecs qui ont fait Bercy en humour, il n'y en a pas beaucoup. Gad n'a jamais fait Bercy en humour. Il l'a fait avec Kev en duo, mais en solo, il n'a pas fait. Kev l'a fait avec Gad, mais il n'a pas fait solo. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas fait. T'as Florence Foresti, t'as Farid, t'as Inès Reg, t'as Bigard. T'as pas beaucoup d'humoristes qui ont fait. T'as Jérémy Ferrari qui en a fait, là. T'en as pas beaucoup. Tu vois, c'est vraiment. C'est vraiment la dernière marche. Quand tu fais des salles comme ça, tu as un premier rang qui est extended, en fait. C'est les plus grands premiers rangs du monde. Ouais. Parce que t'as à faire Bercy et t'as à faire le stade, mais les chanteurs, elle est en fond de scène. Donc, ils condamnent une tribune pour mettre la scène. Bien sûr, quand tu es au milieu. Là, c'est tout le stade qui est ouvert. Donc, tu es en 360 et tu as 2 fois plus de personnes que dans un spectacle normal. En premier rang. Et dans une salle, tu compares... le Vélodrome, c'est peut-être 4 ou 5 Bercy. Donc déjà, le premier rang de Bercy, c'est un truc de fou. T'arrives à les voir au premier rang, là? Tu les vois, ils sont à 1 mètre de toi. Donc il y a des caméras, il y a un dispositif comme le Super Bowl avec des écrans géants. Tout le monde va te voir, peu importe où il va être dans le stade. On a tout mis sur la technique pour que ce soit exceptionnel. Donc tout va être en œuvre pour que ça va être une journée inoubliable. Elle sera là, Madame Chopard? Madame Chopard est invitée. Je sais. Mais on ne sait pas si elle va venir. Elle t'a pas contacté? Non. Peut-être qu'elle est morte entre-temps, je ne sais pas. J'espère que Madame Chopard, répondez-nous.
Madame Chopard, c'est La conseillère d'éducation ouais, qui croyait en toi. Ouais. Comment on fait pour continuer à croire en soi quand on a, je sais pas moi, 33 ans, 35 ans, 36 ans, presque 40 ans presque en fait. T'as fêté tes 40 ans, c'était... Je te dis la vérité, c'est la réalité du terrain. T'es pianiste, même si t'es pas super connu, mais que t'es doué et que tu joues dans des pianos-bars, tu joues à la gare du Nord, il y a un piano, ou à la gare Saint-Charles, et que dès que tu commences à jouer... Les gens te filment. Il y a tout le monde autour de toi qui te filme. Et tu transmets ton art dans le regard des gens, dans le sourire des gens. Mais tu sens, hein, il y a un feedback, il y a un truc. Tu joues du piano, il y a tout le monde qui se barre. Tu te dis, j'ai pas pris une douche ce matin. Non, tu sais pas jouer du piano. Mais tu sens quand tu fais un art et que les gens sont sensibles. Moi, depuis que j'ai démarré, depuis toujours, à chaque fois que je joue, je déclenche des rires. Et ce rire que je déclenche chez les gens, ça déclenche chez moi une adrénaline qui fait que je veux retrouver ça à chaque fois. Je suis drogué au rire des gens, moi, en fait. C'est une thérapie inversée. Donc, je recherche cette émotion à chaque fois. Et après, ça a marché de fil en aiguille. Il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain parce que ça n'a pas marché dès le début. Mais j'aurais pu continuer encore comme ça pendant 20 ans, jouer dans des petites salles. Moi, ça me dérange pas. Parce que c'est l'amour de faire rire devant des gens, de faire rire les gens, de recevoir des messages. Écoutez, moi, j'ai des problèmes dans ma vie. Ma femme m'a quitté. Je suis malade. Il y a ci, il y a ça. Ça va pas avec mes enfants. Mais pendant 1 heure, j'ai rigolé. Je suis hospitalisé, je regarde vos vidéos sur le lit, j'ai oublié mon cancer. Je reçois des centaines de messages comme ça de gens qui me disent, voilà, vous êtes une soupape de décompression. Et c'est ça, mon moteur, c'est ce qui me motive. Et quand on n'avait pas toutes ces centaines, il s'est passé quoi dans la vie de Redouane Bougueraba de, je sais pas, de 20 à 35 ans? T'avais un cybercafé normalement? Ouais, j'ai bossé, moi. J'ai bossé, mais je bossais dans un cybercafé ou dans un taxiphone. Il y avait un comptoir. Et je faisais des vannes aux gens qui venaient. Et il y a des gens qui venaient un peu pour ça, tu crois? Ben non, mais il y avait des gens qui venaient parce qu'ils venaient boire un café avec moi, parce que j'étais sympathique. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais j'ai toujours eu ce contact, j'ai toujours eu des vannes avec les gens et j'étais connu avant d'être connu. C'est-à-dire dans ma ville, je te jure... C'était où ton taxiphone? C'était à Camille Pelletan, dans le 3e. Et j'avais un truc sur le Vieux-Port, un cybercafé. Mais quand c'était à toi, t'avais des petits business? Ouais, c'était à moi. Mais j'étais connu avant d'être connu. J'étais avec ta femme déjà? Non, je n'étais pas avec ma femme. Et là, toi, tu te projetais comment? Tu disais, je vais être entrepreneur, je vais avoir plusieurs cyber. Ouais, je savais même pas. Moi, j'ai découvert ça sur le tard. C'est Grand Corps Malade et mon frère Ali qui me disent, Redouane, t'es talentueux, tu fais rire les gens, tu devrais essayer la fibre artistique. Grand Corps Malade qui me dit, j'aimerais beaucoup que tu fasses mes premières parties si tu venais à faire de l'humour. Et c'est grâce à ces gens-là qui m'ont poussé. Donc tu l'as fait, t'as fait des premières parties. Et je l'ai fait, j'ai fait des premières parties. Première partie, c'est pour faire découvrir un artiste. Donc les artistes qui font découvrir d'autres artistes, c'est noble quand même. Ouais. Et tu joues devant un public qui n'est pas le tien. Donc c'est un exercice assez difficile. Tu as quelques minutes pour séduire un public qui est venu écouter de la musique ou voir un autre artiste. Et c'est un véritable travail qui est très formateur. Et j'ai démarré comme ça. J'ai démarré, je faisais des premières parties, des petites salles. Tu défonçais déjà le premier rang? Non. J'avais t'as pas le temps de... Les gens, ils sont... Non, parce que Grand Corps Malade. C'est pour ça. T'as des gens, ils sont fauteuils roulants, t'as des darons. Qui se font défoncer par un mec. Le mec, ils arrivent, viennent écouter la poésie, t'arrives, hey, t'as une tête. Et le mec, tu peux les envoyer. C'est pour ça que je me disais, mais attends, mais. Tu peux les choquer. Tu choques plus personne, toi? Non, mais les gens sont initiés, en fait. Ils savent. Tu sais, c'est comme un mec qui aime la viande, il va dans une boucherie. Tu dis, ouais, tu vas pas avoir peur. Tu te dis, j'aime ça. Tu vas dans un truc où tu es initié. Le mec, il a acheté une place 1 an à l'avance. Là, on a ouvert la billetterie au mois de novembre. Les mecs, ils ont acheté 6 mois à l'avance pour un événement qui est quasi 1 an après, qui est dans 8 mois. Le mec, il sait qu'il va voir. Il a vu les vidéos sur TikTok, il a vu sur Instagram, Facebook. Il adore ce type d'humour. Le mec est là, il en veut, il en redemande. Tu peux pas te perdre. Les mecs te disent, non, je sais ce que je veux. Il y a des gens qui arrivent qui savent pas trop. Non, parce qu'on est complet à l'avance. Non, mais je sais pas, qui est venu avec quelqu'un, ils savent pas, ils sont pas trop au courant. Oui, tu peux arriver, un mec qui se fait inviter et tout, et qui peut être... Mais j'ai déjà été.
Ton pote, il te dit la semaine prochaine, on va aller voir Redden Mugaraba, ça fait 4 mois que j'ai les places. Tu vois, tu regardes. Ouais. Tu veux pas. Non, mais ce serait assez drôle d'avoir. Tu vois, que j'emmène mes parents. C'est très, très rare. Qui disent. Un mec qui dit je vais leur niquer leur mère au premier rang, tu vois. Tu peux être agréablement surpris que tes parents ont déjà vu des vidéos. Tu te dis non, mais lui, on le connaît. On l'a vu dans telle émission. On l'a vu chez Léa Salamé. On l'a vu en aparté. Ils nous écoutent, François et Joël, tu sais. Ben, François et Joël, ils ont peut-être vu des vidéos où. Et peut-être tu sais pas, mais je suis choqué. Le spectre de gens qui me regardent. J'ai des mamies qui m'envoient. Je suis une mamie, je suis arrière-grand-mère, je suis grand-mère. Je m'éclate. Je me projette et je me dis, mais je serais avec mon père ou ma mère au premier rang, mais qu'est-ce que tu leur dirais? Mais ça me fait un peu peur, tu vois, quoi. Ouais, mais tu peux avoir peur, mais t'inquiète pas. Eux, ils ont pas peur. Ils vont plus avoir peur pour toi que l'inverse. Parce que tu vas loin, quoi. Enfin, c'est assez drôle, mais c'est vrai qu'il y a un côté. Mais c'est toujours fait avec amour et bienveillance. Je sais. Tu vois, les gens qui viennent te voir, ils savent. Ils savent ce que tu vas dire, plus ou moins. Ils savent ton type d'humour. On dépasse jamais la limite. Mais elle est où la limite? Ben, la limite, elle est juste là où on doit s'arrêter. Parce qu'il y a des moments, justement. Tu sais, elle est juste. Tu peux pas l'avoir. C'est une limite virtuelle. Non, mais bien sûr. Mais. Non, mais parce que tu sais, il y a des moments, je me dis, ouais, aussi c'est drôle parce qu'il justement, il a dépassé la limite, tu vois. Ouais, tu la dépasses un petit peu, tu vois. Tu la dépasses pour pas tomber dans le précipice, tu vois. T'es quand même souvent dans le pas politiquement correct, c'est ça le fond de commerce. Mais c'est ça, c'est ce qui plaît aux gens. On est dans un humour aseptisé, on n'a plus rien le droit de dire, et les gens, voilà, ils en ont marre. Ils veulent rigoler vraiment et se lâcher. Et c'est ce que j'essaie de leur offrir. Ouais, tu le fais bien. Hein. Mais voilà, t'as des gens, les gens qui t'aiment pas, ils viennent pas te voir. Tout simplement. Ouais. Et des moments, tu débarques dans des spectacles un peu par hasard, et puis tu kiffes, ou tu kiffes pas d'ailleurs, mais ça arrive, il y a quand même des bonnes surprises. Oui. Mais souvent, les gens, ils savent ce qu'ils vont voir. Tu vois, t'as des mecs qui font de l'humour noir, t'as des mecs qui font du mime, il y a des gens qui font des improvisations, t'as des mecs qui font des imitations, t'as des spectacles de tout. T'as des mecs, ils ont une peluche dans la main. Moi, je suis allé voir Mesmer. Tu vois qui c'est, Mesmer? Ouais. Moi, je suis allé voir Mesmer, je pensais que c'était un magicien. Ouais, en fait, il fait de l'hypnose, ouais. Il t'a hypnotisé ou pas? Alors moi, la première fois, j'ai pas complètement adhéré, et puis la deuxième fois, j'espère qu'on va la voir normalement. Ouais. C'est bouquet, c'est bouquet. Me dit Clément. Tu t'es lâché. Mais un peu la deuxième fois, tu sais, il te fait coller les doigts, etc. Ouais. Mais surtout, tu vois des gens, qui partent, mais dans l'espace, et des gens, en plus, il y en a moi que je connais, j'ai offert des places pour Mesmer. Ouais. Et il ressort l'idée. Ouais. Je sais que moi aussi, j'avais fait une expérience avec un hypnotiseur. Un hypnotiseur, et pareil, je suis parti, mais ça fonctionne. Ouais. Il y a des gens qui adorent ça. Et sur un spectacle, c'est quoi un pourcentage de préparé, pas préparé? C'est quoi? 15-20 minutes de pas préparé. Le reste, il y a un fil conducteur, il y a des sketchs. Quand même, le jour où t'es pas en forme pour faire des impros, t'as des sketchs sur lesquels te baser quand même. Il y a des jours où vraiment t'es des jours sans, c'est très très rare. Il faut vraiment que je sois malade ou que je me sois bloqué le dos, mais j'annule jamais un spectacle, mais j'assure le show quoi qu'il arrive. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le balances? Tu dis putain, aujourd'hui c'est un peu sans? Non, je ne balance pas, mais je donne le meilleur de moi. Mais des fois, je m'arrivais d'avoir le dos bloqué. Et les gens, ils sont là, ça fait un an, ils ont leur place. Tu peux pas dire j'annule parce que j'ai le dos bloqué. Donc tu joues assis, tu mets pas la même énergie que debout. Il y a moins d'énergie. Tu sais que tu es en dessous, mais tu essaies de compenser. Et voilà. Tu essaies de faire des impros. Pour toi, c'est. Mais les gens qui sortent de là, tu dis on s'est régalé. Il y a pas le. Tu sais, entre la bonne et la mauvaise prestation, toi, tu le sais, mais le public ne le sait pas. Parce qu'ils n'ont pas de comparaison. C'est le mec qui est venu te voir 10 fois que tu t'es dit waouh. Et un soir, je t'ai vu, t'étais Michael Jackson, tu faisais du moonwalk, et je suis revenu le lendemain, t'étais la caissière de Lidl. Rien à voir. Tu passais les articles sans dire bonjour. Et c'est ça. C'est ça le charme. Il y a des jours où tu t'es étonné, où tu étais on fire sans le savoir. Ouais, il y a des soirs, t'es on fire, tu te dis waouh. Mais c'est dur d'avoir le recul sur soi, mais il y a des soirs, tu le sens. Ouais. Tu sens rire, applause, et les gens, ils sortent de là et ils ont plus d'énergie. Mais t'arrives sur scène, tu sais pas trop, et puis là, boum, il y a une étincelle. Non, mais tu le vois. Des fois, t'as des super publics.
Et t'as un sas, un truc avant, des trucs. T'as pas l'air d'être du genre à te faire décontracté. Ouais, t'as la légende, mais chaque artiste a sa routine. T'as des mecs qui font la sieste avant. T'as des mecs qui prient. T'as des mecs. Ils sont 2 heures tout seuls. T'as des mecs, je te jure, tu peux pas les approcher. Mec de sécu. Genre même des gens avec qui t'as joué ou avec qui tu t'es retrouvé sur scène. Oui. T'as des mecs, ils ont leur rituel. Et chacun, moi je respecte tous les rituels, tu vois. Mais moi je sais que j'en déroute pas mal parce que je suis à l'aise, je fais la blague, je peux manger, je suis imperturbable, tu vois. Comme je suis avec toi là. Et Redouane, il faut monter, boum. Et là, je me transforme et je monte. T'es venu ici quasiment comme ça, en fait. Exactement. Comme je suis venu, comme je vais partir. Et c'est comme ça que je monte sur scène. Et je sais que le gars qui fait mes premières parties, il est choqué. Il me dit, putain, non, mais j'ai fait des premières parties d'autres mecs, mais et de me retrouver avec toi, j'apprends. C'est ouf. Non, mais ça c'est vrai qu'on le voit. Et puis, c'est pas étonnant parce que nous, on a des gens qu'on fait venir ici. On a 12 messages calls de préparation, faut pas aborder ci, faut faire ça, c'est annulé 4 fois avant de venir, c'est assez différent. Toi t'arrives, tu me dis hier ouais on peut faire ça demain avant le match, je te dis on le fait là cet après-midi, et puis tu me dis ouais j'arrive. C'est surprenant. Mais parce que il y a pas de préparation, c'est que de la sincérité. Tu vois, t'as les mecs qui sont dans le contrôle, ils veulent tout contrôler. Je peux avoir la liste de questions, je peux avoir du champagne, je peux avoir des framboises, je peux avoir de l'eau tempérée à 12 degrés. Air make-up et ouais, voilà. HMC, mais les mecs ils veulent se faire coiffer, tu passes à la radio. Arrêtez les gars. Non, t'as des divas, mais après c'est leur truc. Moi j'essaie de rester simple, fidèle à moi-même et voilà, ça a toujours fonctionné comme ça et je changerai pas. Ce matin, j'ai enregistré, alors tu vois, moi j'ai mes petites techniques, je suis pas une diva, mais j'enregistre normalement rarement ou jamais 2 épisodes en une journée parce que ça pompe un peu d'énergie quand même. Ouais. Et ce matin, j'ai enregistré avec Marie-Amélie Le Fur, c'est la patronne des Jeux paralympiques, tu vois. Et donc ils sont à 100 jours des Jeux, là ça commence à mettre un peu de pression, etc. Et elle est triple championne olympique sur différentes de 100 mètres, donc elle est handicapée. Et elle me disait qu'il y a un moment où elle s'était perdue parce que en fait elle surpréparait pour les grosses échéances. En fait, elle se faisait ces trucs, elle regardait pas les gens, elle voyait pas, elle avait perdu ce truc-là en fait. Et en fait, comme elle se foutait tellement de pression, et ben elle se foirait sur la perf derrière. Ça, c'est marrant. Mais bien sûr. Tu crois pas que sur Marseille, tu vas devoir quand même te coller un peu? Non, la pression, t'en as toujours un peu. Mais voilà, j'arrive à gérer mes émotions et comme c'est du plaisir. Je fais ça par plaisir. Ça te saoule jamais d'aller on stage? Bah, si ça me saoule, j'arrête. Là, je suis parti. Je t'ai dit, j'étais 44 jours en Inde. Ça faisait du bien d'arrêter? Mais non. Ça m'a manqué énormément. Du coup, 45e jour, il y avait Gad qui jouait à Dubaï. Je suis allé jouer à Dubaï. Mais non. Mais oui. J'ai pris une escale. Au lieu de descendre à Doha, je suis descendu à Dubaï et. Ça t'a coûté une ceinture Hermès. Sur scène. Voilà. Ça m'a coûté une ceinture très chère. Mais tu peux pas refuser. T'arrives en caisse et tu dis non, je la prends pas, elle est trop chère. Tu peux pas faire ça. Mais on vous a vu, vous cartonnez, vous allez faire un stade, vous n'avez pas le moyen de vous acheter une ceinture. Ne me jugez pas. Tu la portes toujours? Ben, elle est là, elle est sur moi. Hein. Ben, je dîne avec cette ceinture. 900 balles la ceinture. Ben, ça fait partie de ma vie. Mais elle voyage avec moi. J'ai pris un siège, elle voyage avec moi. Tu vas la mettre par-dessus C'est la première ceinture qu'on a attachée. Avec une ceinture de sécurité. Je fais des restos tête à tête, je la mets avec moi, je bois un coup avec elle. Quand tu iras sur scène, bien sûr, je la caresse, je parle avec elle, je me dispute, on se réconcilie, je lui offre des fleurs. Je fais 900 balles à ceinture. Jamais je vais la lâcher. Tu la mets par-dessus tes survêtements pour les... Tout. Alors, on s'est fait une série avant que tu arrives, mais t'as les tenues que tu nous envoies tous les jours. Ça vient d'où? C'est comme ça vient d'où? J'ai une technique vestimentaire qui est très simple. Je m'habille avec des vêtements propres. Ok, pas mal. Il est là, le leitmotiv. Tu vois ce que je veux dire? T'as des gens qui arrivent, code couleur, truc. Non, rien. Je prends, c'est propre, on y va. Ça paraît assez simple, mais tu vois, ma fille,
J'ai vu que tu t'avais fait LOL avec c'est quoi, Eleven Paris, je pense, t'avais un t-shirt, voilà. Ouais. Alors c'est sa marque, quoi qu'elle s'est un peu calmée là-dessus, mais elle kiffe tellement Eleven Paris qu'elle préfère porter un vêtement sale que de porter, tu vois, un vêtement propre, quoi. Non, c'est des vêtements propres. C'est la base. Ouais, oui. C'est assez simple à la fois, tu vois, on vante les Californiens qui s'habillent toujours pareil parce que c'est plus simple intellectuellement. Toi, tu te prends pas la tête, tu prends ce qu'il y a dans le placard. Je te jure, je me prends pas la tête. Je me dis que, tu sais, je fais un métier où c'est pas les vêtements qui font les blagues, tu vois. T'as les banquiers où ils ont un code vestimentaire, doivent arriver en costume. Pareil, chauffeur Uber, costume. C'est pas les vêtements qui font les deals. Exactement. T'as les grands représentants, ils doivent arriver tirés à 4 épingles, avec un Starco. Je fais pas ce métier-là, moi. Je fais des blagues. Et ça se ressent même dans la tenue vestimentaire. Et 44 jours en Inde, t'es loin de ta famille? Ouais. Mais heureusement qu'il y a FaceTime. Ouais. Il y a FaceTime. Ouais, t'es même pas sur FaceTime, c'est sur Android, toi. C'est un WhatsApp, non, c'est ça? Ah non, ouais, mais sur ta tablette. Non, t'as FaceTime sur... t'as WhatsApp et t'as le FaceTime. Ah oui? Ouais, t'as la visio. Ok. iPhone, tu peux mettre les deux. Ah, je savais pas. Ah oui, sur WhatsApp, oui, bien sûr. T'appelles en visio. Après, c'est les fuseaux horaires qui sont chauds. C'est quoi, 6 heures? 4h30. Ça n'existe pas, c'est le seul pays au monde. Et t'as une demi-heure. Ça n'existe pas. Pourquoi? Le pays est tellement grand, ils ont dit, allez, 4h30. Je sais, mais pourquoi? T'es midi et 16h. C'est ouf ou pas? Il est 16h30. Mais c'est fou. T'imagines, 16h30, il est midi en France. Mais c'est un truc de ouf. 4h30 de... Et c'est le même fuseau sur tout, t'es allé que à Calcutta? C'est tout, en fait, partout, il y a 4h30 avec Paris. Donc quand le mec te dit, tu m'appelles à midi, tu dois calculer, ah ouais, c'est 4 heures avant, ah putain, rajouter une demi-heure, c'est technique. Je suis allé là sur le fuseau horaire, il est là. Alors, il est très exactement 22h40 à Calcutta et chez nous, 19h10. C'est fou, quoi. 22h40. Il est quelle heure chez toi? 22h40. Ben, mytho, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des gens qui te kiffent pas. Il y a des gens qui te détestent. Oui, il y a des gens qui me détestent, bien sûr. En fait, plus tu réussis, plus il y a des gens qui te détestent. Parce que tu représentes en eux tout ce qu'ils n'ont pas réussi. Tu vois, ils ont des pulsions. L'être humain est mauvais, tu vois. Tu crois? Bah ouais, je crois pas. Tu reçois des messages de haine. T'as des mecs que tu sais pas ce qui... Tu leur as rien fait, tu les connais pas. Ouais, mais ils voient tes blagues, ils disent le mec il a dérapé. Ouais, c'est facile ce qu'il fait. Ben faites-le. Non mais je te jure, il y a des gens qui... On est arrivé dans une société où il y a tout le monde qui critique tout le monde. T'as un mec qui a jamais rien fait dans sa vie, il est capable de critiquer un chirurgien qui a fait une opération à cœur ouvert. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup trop de sang, il aurait pu faire ça plus proprement. Le mec qui vient de sauver une vie. Hein. Et t'as toujours un mec qui va vouloir critiquer un mec plus calé que lui dans un domaine. On s'y fait, ça? Oui, à partir du moment où tu fais un truc artistique, tu vas toujours avoir des critiques, soit positives ou négatives, pour que les gens y parlent. J'avais lu un truc comme quoi la critique, c'était l'arme du faible. Parce que l'homme fort, il fait. Tu sais, le mec qui fait la même chose que toi, tu critiqueras jamais. La vidéo de tapis sur Inter, là, tu l'as vu. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Quelqu'un qui fait la même chose que toi, il connaît la difficulté. Il a emprunté le même chemin que toi. Là où tout le monde a pris le plat, où toi, tu as décidé d'escalader, il sait la difficulté de faire ce métier, de répétition, de travail, d'abnégation, de rigueur, d'improvisation, de joie, toutes ces qualités qui font la chance, qui font que t'es pas là par hasard. Même s'il y a une infime chance de hasard, t'es pas là par hasard, c'est que t'as bossé comme un dingue. Mais les gens ne le voient pas, ça. Ils voient que la partie de l'iceberg succès, ils voient pas ce qu'il y a en dessous l'iceberg. Et c'est facile de dire, ouais, ça. Mais le mec qui bosse, qui est comme toi, la plupart de mes pairs, quand je les croise, ils me félicitent. Et je les félicite parce qu'ils savent que c'est difficile. De monter un film, de faire un film, d'écrire un film, de réaliser, c'est très très dur.
C'est marrant parce qu'il y en a qui cristallisent plus ça encore, tu vois. Kev, on en a pas mal parlé avec lui dans cet épisode-là. Et en fait, lui, c'est un mec que j'ai l'impression que les gens adorent détester. Kev, tu sais, c'est vraiment un peu la tête à claque. Enfin, moi, je le kiffe, hein, mais tu sais... Ouais. Et en fait, lui-même, il admet, mais tu te dis, putain, en fait, il fait ça depuis tellement longtemps. Mais t'as toujours des haters, ça a toujours existé. Ouais, mais lui, j'ai l'impression qu'il en a plus que... Et lui, je sais pas, je crois qu'il a une belle association qui le suit. Ouais. Oui, je crois qu'ils ont créé un groupuscule pour le suivre. Mais ce qu'il y a de bien, et tu le diras, toute la haine que tu veux voir sur Twitter ou sur certains réseaux n'existe pas dans la vie réelle. Alors lui, ce qu'il me dit, c'est il y a un mec quand même qui est arrivé qui lui a dit... qu'il arrête dans la rue, qui lui dit... j'aime pas ce que tu fais. Ouais, j'aime pas ce que tu fais, je te déteste. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça. on peut faire un selfie. Et lui, du coup, il a fait le selfie. Il me dit, j'étais un peu déboussolé. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un vienne me dire je te déteste ou m'insulte. Ou dans la vraie vie, les gens qui te kiffent, ils viennent, ils prennent la photo avec toi. Je pense que ceux qui te kiffent pas, ils tracent leur route. Et voilà. Et je pense que Internet, sous couvert d'anonymat, donne du courage à des gens. Tu avais l'adage de Mike Tyson, les gens d'Internet, si je les croise, c'est une belle droite dans la bouche. Tu vois, t'as personne qui va dire à Mike Tyson, tu zozotes. Tu vois, alors qu'il zozote. Personne va lui dire ça en face. Et c'est ça, Internet. Et après, ça fait partie du jeu. Ça glisse sur ma peau. Hein. T'es indestructible, toi ? Non. T'as l'air assez... Je suis pas indestructible. Je suis comme tout le monde, tu vois. Je suis sensible, je suis fragile. J'étais en Inde, j'ai vu la misère humaine. On est super bien lotis en France. Tu sais, t'as des gens qui font de la mendicité, des petites, elles ont 3 ans. Tu sais, je suis père de famille, je vois des petites de 3 ans. Tu rentres, tu pleures, hein, ça te brise en deux. Et voilà, je suis pas indestructible. Il y a beaucoup de trucs qui me touchent. Et après, c'est sûr qu'on essaye d'esquiver un maximum, mais t'es toujours attrapé. Hein. Non, ce qui est intéressant, c'est plus sur toi-même. On a l'impression que tu as développé une forme de résilience, un truc peut-être... tu vois, je repense à Kev qui a connu le succès très très jeune. Je pense que le truc de Kev, il a réussi très très jeune. Je pense que Kev, il est rentré dans le jeu de vouloir séduire les gens qu'il déteste. Moi, j'ai vite compris que je vais jouer pour les gens qui m'aiment. Ils sont 14, je vais jouer pour les 14. Ils sont 2000, ils sont 2000. Je vais pas chercher à vouloir séduire des gens pour dire ah ouais. T'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Rien à foutre des gens. Le mec qui me déteste. Mais t'as raison. On peut pas aimer tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu me détestes. T'as raison de me détester, tu vois. Du moment que t'es respectueux, que tu restes chez toi, on n'est pas d'accord, il y a pas de souci. Mais voilà, du moment qu'il y a le respect entre nous, c'est très bien. Tu vois, tu peux pas aimer tout le monde. Et même moi, il y a des gens que je déteste ou que j'aime pas, mais je vais pas leur dire ouais t'es nul, t'es un connard, t'es truc. Tu vas même pas me dire qui c'est. Il y en a beaucoup, mais ce que je veux te dire, je respecte les gens. Je te dirai jamais c'est nul. Il y a des gens avec qui t'es en guerre ? Non, je te dirai jamais c'est nul, mais je te dirai j'aime pas. Tu vois, c'est pas ma sensibilité, c'est pas. Je préfère te dire j'adore Roman Frécinet ou Gad Elmaleh. Voilà, Roman c'est un génie, je le kiffe. Tu vois, je préfère parler des gens qui m'inspirent et qui me font kiffer que de mettre le doigt sur les mecs qui me mettent des bâtons dans les roues ou qui me kiffent pas ou que je kiffe pas. Qu'est-ce que tu surkiffes, que t'adores, qui pourrait me surprendre ? Tu vois, un truc genre totalement inattendu, quoi. Le ballet, je sais pas, tu vois, un truc genre... Il y a des trucs qui Ah, tu veux être... Je te pose une question. Surpris ? Ouais, genre quelqu'un que quelqu'un que tu surkiffes, parce que je me dis Roman Frécinet ou Gad, c'était poteau. Il y a des. Moi, je suis fan de Charles Aznavour. Ouais. Tu sais, les variétés françaises, tous les anciens qui sont morts, et encore plus loin, que ce soit Fernandel, que ce soit Marcel Pagnol, que ce soit Eli Kakou. Coluche aussi, énorme Coluche. Mais Louis de Funès, tous les anciens là, même la nouvelle école, mais. Jean Gabin, tous les noirs et blancs, comme on dirait. Et c'est exceptionnel. On a
une culture cinématographique. On a un héritage français qui est exceptionnel. Il y a un truc qu'on voit pas mal en ce moment sur les réseaux que tu as forcément vu, c'est tous ces humoristes qui passeraient plus, ou ces sketchs qui se passeraient plus. Je sais pas, des sketchs des inconnus, où tu as Bernard Campan qui débarque à République, qui dit un truc. Avec les meufs par rapport aux meufs et tout. Ouais, ou même un Coluche, je vois dans un film avec un arabe. T'as qui tes proches, ça passerait plus. Coluche, ça passerait plus. T'en penses quoi de ça? Eux-mêmes le disent qu'ils pourraient pas le faire aujourd'hui. Du coup, tu trouves pas ça drôle? Est-ce que c'est plus drôle? Est-ce que tu crois que toi, moi, je me dis finalement, avec tout ce que tu dis, il y a des moments où on se dira, ça passe plus. Je pense que la société a énormément évolué et on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est exactement ça. Mais quand t'es à la télé, par exemple, tu peux faire des blagues sur des Australiens, parce qu'il n'y a pas d'Australiens, mais imagine-toi. Tu fais les mêmes blagues devant les Australiens, ils vont se sentir offensés. Tu vois? Après, il faut avoir la présence d'esprit et l'intelligence de se dire c'est qu'un sketch et ils le pensent pas vraiment. Tu vois? Et elle est là. Et là, on est rentré dans un truc où on doit se justifier d'avoir fait telle ou telle blague, d'être allé loin. Tu sais, moi, je suis sur scène, je m'offre pas mal de liberté. Et après... tu te justifies pas? Ouais, je me justifie pas. Tu sais... Tu vas faire une blague sur quelqu'un, tu vas arriver, tu vas dire « Je suis désolé ». Il va te dire « Non, j'accepte pas tes excuses parce que c'est pas sincère ». Mais la blague avant aussi, elle était pas sincère. Donc tu sais déceler les nuances sur un désolé, mais tu sais pas le déceler sur une blague, tu vois. Et elle est là. Tout le monde cherche à abattre l'autre, tu vois. Si ça te fait pas rire, tu regardes pas, tu passes à autre chose. Tu vois, tout le monde veut... Ah, mais non, il pense ça. On n'a pas le droit de faire ça par rapport à ça. Ça me fait penser à Pumba et comment qu'on regardait tout à l'heure. Un gros, un maigre. Ouais, Timon et Pumba. Tu vas être attaqué en justice par Disney, ils vont arriver avec leurs avocats. Non, mais c'est ça, mais c'est vrai que c'est... j'ai voyé, alors il y a... Je sais pas, d'ailleurs, tu vas me raconter par rapport... Il y a quelques Américains qui défoncent aussi le premier rang. Ouais, t'as Andrew Schultz qui fait ça. Andrew Schultz. Ouais, qui est très talentueux, qui fait le Madison Square Garden à New York. Que je regarde sa tête. Ouais. Très très bon, il fait exactement la même chose, mais dans sa langue natale. Andrew Schultz, ok. Et il y a un transgenre, ça te parle ou pas, qui est assez drôle aussi Non? Ça te dit rien? En anglais, transgenre, t'as... Comment il s'appelle? Il met du vernis. Mais qui qui déchire. Eddie Izzard. Ah, Eddie Izzard, oh la vache. Eddie Izzard, oui. Mais alors, il est... c'est le sketch du Lego, Eddie Izzard. Ouais. Tu l'as pas vu? Si, la cantine de l'étoile de la mort. Tu vois ce sketch? Dinosaure, ouais. C'est à mourir de rire. Et... là-dessus, non, j'en voyais un, mais ça doit être Andrew Schultz, peut-être, qui se fait un... T'as un mec au premier rang, un aveugle, et il lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous au premier rang? Mais mec, mais pourquoi vous lui vendez des places au premier rang? Il voit rien, il peut pas savoir qu'il est au premier rang. T'as une très bonne vanne qui fait, il a un mec, blond, yeux bleus, beau gosse, ça va et tout, t'es venu avec qui? Avec mon père. Il lui montre son père. Et c'est un black. Il dit stop, on arrête tout. Ça y est, on a réussi. On a tout inversé. C'est donc ça d'être dans le... Il a dit, avant, c'était des blancs qui adoptaient des noirs. Et là, on a fait le tour du cercle. On est dans la... On n'est pas dans la matrice, on est... comment on appelle ça? Le métaverse. On est dans le métaverse. Un blanc qui soit adopté par des noirs et il fait 5 minutes sur ça, il est brillant en plus. Comment ça se passe sur là-dessus? C'est une inspiration pour toi? Vous avez fait ça en même temps à peu près ou comment ça... Écoute, on a fait ça chacun de notre côté. On a fait ça aux États-Unis. Tu peux pas. Il y a un mec qui m'a dit ouais, tu recopies l'américain. Tu peux pas recopier, on n'a pas la même culture. Ouais. Les impros que je fais, elles sont différentes des scènes. Vous connaissez? Ouais, moi je le connais. T'as vécu aux États-Unis? Non, j'étais parti en vacances. Je l'avais vu sur scène en 2008-2009. Et je lui avais envoyé un message il y a 2-3 ans. Je lui ai dit, tu te souviens, je t'ai vu dans tel comédie club, t'avais vanné un mec, et le mec t'avait mis une droite. Ouais, c'était à Harlem. Il a vanné un mec
au premier rang. Il a dit, tu sais, t'as une tête, t'es de quelle origine? Le mec, il dit, je suis africain-américain, parce qu'il est black, afro-américain. Et il dit, non, t'es pas afro-américain. Il dit, t'es portoricain. Il dit, non, je suis afro-américain. Il dit, non, t'es portoricain. Il dit, non, je suis afro-américain. Je sais, je connais mes parents. Il dit, non, ta mère, elle s'est faite ken par un portoricain, mais toi, tu le sais pas. Le mec, il se lève, bim, il lui met une patate. C'était le début, tu sais, il connaissait pas ses limites, il s'est pris une droite. Après, il a beaucoup progressé. Mais pour te dire que voilà, je pense qu'inconsciemment, tu peux te prendre une droite si tu fais les mauvaises vannes. Et je lui avais envoyé le message. Ils s'en souvenaient. Ben, j'ai envoyé un message, il s'en m'a répondu. Mais ils s'en souvenaient, évidemment. Très, très bien. Tu te prends une droite dans un petit comédie club, toi, la date, le truc, et il y avait 30 personnes dans la salle. C'est un truc que tu peux pas inventer. Et toi, tu t'es dit, oh, c'est cool, je vais faire ça, quoi. Je vais me prendre des droites, quoi. Ouais, non, je me suis dit, vas-y, hein, on y va. Hein. Il y a des moments où ça a été très tendu, quand même, pour toi? Non. T'as jamais poussé la limite jusque-là? Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est levé? Jamais. J'ai jamais dépassé les limites. J'ai toujours fait à ce que voilà, on s'en sorte, quoi. Il y a un moment, tout à l'heure, tu as failli t'auto-censurer, puis finalement, tu l'as balancé. Ouais, je me suis dit, c'est une blague où je vais faire mal à ma femme, du coup, je me suis arrêté, tu vois. Mais il y a des moments où tu t'auto-censures sur scène? Quand t'as un gros, ouais, t'as un gros red flag, tu te dis, oh là, ça, j'y vais pas. Des fois, je te jure, je me dis, j'y vais pas. Je peux les perdre à tout jamais. Il y a des vannes que tu peux pas faire. Alors que j'en fais vraiment des osés. Bah ouais, c'est pour ça que je me demande. Je te jure, je te fais des osés, mais il y a des moments où on s'auto-censure parce que ça peut être mal interprété. Le fait que tu sois... parce qu'Andrew Schulz, en fait, il est... comment ils disent les Américains? Il est caucasien, non? J'ai l'impression. Ouais. Schulz, en plus, il doit avoir des... Le fait que tu sois algérien d'origine, ça n'a aucun rapport avec le fait que tu puisses aller loin sur plein de trucs. Tu crois qu'un... Je me définis comme français. Oui, non. À Marseille. Les gens m'appellent Marseille, mon deuxième spectacle, parce que c'est l'accent marseillais qui ressortait. Mais je regarde même pas comme ça. Non, mais je pense que tu sais, je tape sur tout le monde. Les blancs, les noirs, les chinois, les verts, les gays, les femmes, les trans, les homos, tout le monde. Et des assauts de... Non, je te jure, j'ai jamais eu. Je te jure, c'est de l'humour. Je pense que les gens, ils pètent, ils éclatent de rire, tu vois. Non, mais il y a des moments, il y a quand même ces débats sur on peut pas rire de tout. Les feuges, Non, j'ai fait des blagues sur les feuges, sur les musulmans, sur les chrétiens. Et voilà, et je te dis la vérité... Trop drôle. C'est Andrew qui dit What's up, bro, c'est bon. Regarde la date. 2019. Regarde. I'm good to stand up in France. Great vidéo. Tu vois, il a... Trop drôle. What's up, bro. After that Super Bowl, you can retire. C'est trop beau. Ça veut dire quoi être Marseillais? T'habites plus Marseille, toi aussi? J'ai mes parents là-bas, je vis à Londres. Je vis à Londres? Ouais, depuis 2012. Pourquoi? Ben, on a quitté la France bien avant que je réussisse. Pas pour des raisons fiscales. Ouais, c'est déjà ça. Ben, je paie mes impôts en France. En plus. Ouais. Bon, okay. C'est ça qui est beau. Ouais, ça en plus c'est important. J'ai l'impression que c'est des choses qu'on peut reprocher à chaque Ouais, non, mais parce que tu es plus en France. C'est la même. En vrai, c'est la même fiscalité. Mais là, comme je vais être vraiment qu'à Londres, mais j'ai toujours payé l'année dernière, cette année. Là, je bascule à Londres parce que je vais faire un break d'1 an. Mais on a quitté parce qu'elle ne pouvait plus de la France, ma femme. Elle en avait marre. Elle me dit j'ai besoin de souffler. Je veux quitter la France. On dirait une chanson de Naps. Je dis, ben fais la petite frange. Et elle voulait quitter la France. Et je lui dis, non, mais il faut qu'on soit proche de Paris par rapport à ma carrière. Tu as 2 villes européennes proches de Paris. Tu as Bruxelles et Londres. Ouais. Tu as le choix entre Bruxelles et Londres. Aucun manque de respect avec les Belges. Mais on a trouvé Londres plus sexy. Et vraiment, de vivre à Londres, c'est top parce que j'ai cet anonymat. J'avais vu un truc de Kylian Mbappé qui disait, ouais, mon rêve, c'était d'aller acheter une baguette. Et moi, je peux acheter des baguettes à Londres, personne ne me reconnaît. Sauf qu'elles sont dégueu. Je fais mes courses. Non, t'as des petites pâtisseries. T'as des petites pâtisseries. Attends, en 2024, tu risques d'être agréablement surpris. Les mecs, ils disent on bouffe mal à Londres. Je sais. Super resto, t'as tout. Je sais.
J'y ai vécu un peu, mais il y a bien longtemps, mais c'est toujours la bonne blague, ouais. Mais c'est marrant d'ailleurs, ça, tu fais quand même des spectacles un peu partout, genre. Je joue à Londres là le 6 juin, je joue au Palladium, c'est plus grand que l'Olympia. C'est 2400 personnes. Je crois que je suis déjà allé au Palladium. Palladium, ouais, c'est derrière Regent Street. Mais tu t'es fait Los Angeles, non? Miami en tout cas, New York? J'ai fait Miami, New York, je suis en Guadeloupe, je suis en Polynésie française, j'ai fait Tahiti, j'ai fait Nouvelle-Calédonie. J'ai fait la Réunion, j'ai fait le Liban, j'ai fait Algérie, Maroc, Tunisie. J'ai fait Côte d'Ivoire, Sénégal. Pourquoi tu t'es fait virer de quel pays, tu m'as dit, Congo? C'était le Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devais faire un festival là-bas et ils avaient pas... L'organisation m'a pas fait de visa. Et j'arrive là-bas, et un douanier il me dit visa. Et moi, je dis Mastercard. Il n'a pas kiffé. Genre, ça va attendre. Ah voilà, il y a des moments où tu vas trop loin, où ils comprennent pas. Elle est bonne, la vanne. Je dis visa, je dis Mastercard, elle est exceptionnelle, la vanne. Non, il me dit, il faut un visa. Je dis, non, vous êtes sérieux? Il me dit, oh, il faut un visa. Je dis, mais monsieur, j'ai passeport français. Il me dit, non, il faut un visa. Je dis, non, mais je compte pas vivre au Congo. Je suis venu faire un spectacle. À quel moment je décide de quitter le futur pour aller au passé? Non, mais vraiment. Et il me dit, ouais, je vais vous expulser. Je dis, monsieur, vous allez m'expulser, mais sachez que je vais faire une vidéo YouTube et vous allez déguster. Et je me suis fait expulser. Et j'ai une vidéo sur YouTube où je me fais expulser du Congo, qui est sur YouTube, qui fait plus d'1 500 000 vues. Et j'explique mon expulsion du Congo. Et juste pour te faire la fin du sketch, le mec qui m'a expulsé, et c'est pas des blagues, hein, c'est sur le procès verbal, il s'appelait Bienvenu. Le douanier qui t'expulse, non mais t'es obligé de réussir dans ta vie du spectacle quand tu te retrouves face à ça. Donc je vous conseille de voir ce sketch. On va le regarder, on le mettra en lien de l'épisode. Ouais. Et t'as pas été invité par le président du Congo? Voilà, tout le monde m'invite et tout. Non, c'est un malentendu. Ouais, il va falloir que tu fasses la paix avec le Congo. Oui. J'y aille, que tu ailles. Ouais. T'ailles voir Bienvenu. Je vais retourner. Que tu l'invites sur scène. Non mais le sketch il est chaud. Hein. Avec madame. Pour voir le sketch. Le sketch, il y a tout un pays qui traque par rapport à une personne. Qui s'appelle Bienvenu. Ouais. Vous avez gagné ce soir? J'espère. Ouais. T'as un prono? Les sports fait vivre. Mais qu'est-ce qu'on tu vit bien à tout le Marseille. match. Tu m'as tout le match. Je suis maté dans un bar avec des Marseillais. Tu vas dans des bars et tout, ouais, tranquille. Ouais, toi, t'es pas comme Kylian, tu peux. J'ai pas la maladie de Kylian. Je fais pas des émeutes. Ouais. Je fais des photos, je refuse jamais les photos. Il y a des moments, ça te fait chier quand même? Non, ça fait partie du jeu. Et comme je vis à Londres, j'ai mon côté anonyme. Mais j'ai jamais refusé une photo. Ça fait partie de ça. Si t'es pas content, tu vas vivre en Chine et c'est fini. Hein. Il y a des pays où... Ouais, peut-être des trucs où tu dis, il y a des moments, tu vois, c'est peut-être en famille, en train de Michael dîner. Jackson, tu sais, Michael Jackson, il avait une vie, le pauvre. Il était caché, il devait scrimer, rester dans les hôtels. Il faisait des émeutes, le mec sortait de sa fenêtre, t'avais 50 000 personnes. Là, ouais, c'est pas ça, t'es paparazzi, t'as 50 personnes avec les flashs. Toi, t'as pas de paparazzi. Mais c'est à cause des paparazzi qu'il était blanc, Michael Jackson. À la base, il est renoir, les flashs, clac, clac, ils l'ont éclairci, les bâtards. Séance d'UV en réel. Mais c'est ça. Il avait pas de vie, le mec. Mais là, ça va. Toi, t'as tu pas mets une Presse casquette, People, paire de lunettes. encore? Non. Ils s'en foutent de moi, la Presse People. C'est bien, ça. Ouais. C'est bien. Parce qu'en effet, quand ça vient... Ouais, moi, mon moment de gloire, c'est que quand même, on a eu la casquette. Tu vois, alors ça, c'est la casquette que je t'offre. C'est la casquette pour tous mes invités. Tu portes pas beaucoup de casquettes, toi, si je te Je vais la porter. Non, t'es pas obligé. Mais c'est juste... Et donc, on a eu Kev qui s'est retrouvé en couverture de je sais pas quel magazine avec la casquette. Avec quelle Miss France? Je sais c'est quel magazine. Et du coup, tout le monde m'a envoyé la photo juste beau. après en me disant alors j'ai dit je peux la reposter, il me dit non s'il te plaît la reposte pas. J'ai vu Bob Sinclair aussi qui avait eu la casquette en couve de... C'était rigolo. Alors c'est toi qui envoie les paparazzis. Ouais, c'est clair. T'es top la casquette et t'envoies les paparazzis. Je suis grillé. Il s'est fait une com gratuit, normal. C'est clair. C'est quoi, ça veut dire quoi cette casquette? Il y a des mauvais côtés de ton métier? Il y a des trucs durs à gérer, à faire, où tu as fait ton métier sur mesure? Moi, c'est sur mesure et je relativise pas mal. Tu vois, je voyage, là, je reviens d'Inde. Il y a vraiment des gens qui sont plus mal lotis que nous. Donc, de se plaindre ou de chouiner, tu ne me verras jamais me plaindre
Parce que, voilà, il y a toujours pire. Tu es en bonne santé, tes enfants vont bien, tes parents sont en bonne santé, tes proches, ta famille, tout va bien. On va pas se plaindre. Et ça veut dire quoi travailler? Tout à l'heure, tu me disais, il faut travailler, il n'y a pas de secret. Dans plein de métiers, je vois ce que ça veut dire. Mais toi, Gad, par exemple, il m'expliquait qu'il allait beaucoup dans les Comedy Club. Ouais, ça fait partie du travail, c'est un processus d'entraînement. Ouais, on est comme des sportifs de haut niveau, faire beaucoup de petites scènes justement pour rôder ces spectacles et venir avec un spectacle abouti. Mais c'est un processus de travail. Quand tu tacles un douanier, gentiment, c'est du travail aussi. C'est un peu, Gad, il dit de moi, à chaque fois que tu ouvres la bouche, on perd de l'argent. Mais je te jure. Et il dit ça de moi. Et il me dit à chaque fois que tu ouvres la bouche, il faut tout noter et tout rejouer le soir même. Et c'est ça. C'est ce qu'on vit. Ça veut dire que t'es dans un mode de gaulerie, en fait, tout le temps, 100%. Ouais, je suis en mode gaulerie. C'est un moyen de s'évader justement de la tristesse de tous les jours, de tous ces gens qui se plaignent, de toutes ces misères qui s'abattent sur le monde. C'est voilà. Ta femme, tes enfants, t'es en mode gaulerie 100% aussi? Tu travailles le matin? Avec eux, ouais, avec ma fille, je gaulerie, avec ma femme, je gaulerie, avec la... Ils en ont pas marre? Il y a des gens que ça saoule? Ouais, mais comme je suis beaucoup en tournée, ça leur manque, tu vois. Je pense que si j'étais 24/24, ils m'auraient quitté. Il existe le Red One vénère? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand t'es vénère? Je crie. Ouais? Ouais, je crie. Tu viens tout rouge? Non, pas tout rouge, mais je porte la voix. Déjà, j'ai une voix qui porte. Mais voilà, tu risques d'avoir une otite. Et il y a des gens dans l'entourage. Je dis, mais il est énervé. Non, il parle normal, c'est comme ça. C'est juste, il parle fort. Parce que c'est vrai que tu viens en plus d'un... Je te voyais passer dans Click, là, c'était assez émouvant. Tu racontais un peu la relation avec tes parents, etc. Mais il a fallu un peu te tordre, toi. Ouais. Oui, on m'a tordu. Tes frères aussi? Ou c'était toi le plus... Non, je pense que je fais partie de la famille. Tu sais, toujours dans la fratrie. Ah ouais, si lui, il avait fait la même bêtise, tu vois, tu dis, ouais, mais à lui, il fait ça, vous dites rien. Ah, quand c'est moi qui déguste, tu vois. C'était mes frères, ils disaient toujours ça de moi. Ouais. Exactement. Ah, bah lui, tu lui fais rien. Mais le truc de l'éducation, c'est où dans la fratrie? Je suis deuxième. Les parents sont beaucoup plus durs avec les plus grands. Ah, bien sûr. Et après, avec l'âge, tu vois, ils laissent tout passer. Moi, je suis le dernier. Ouais. Voilà, t'as été chouchouté. Ah oui, t'arrives à la maison avec la clope comme ça. Quoi? Il fume tranquille. Ouais, et en plus, tu fais plus de conneries que les autres et t'es chouchouté. Ouais, mais tu sais même pas que tu fais des conneries parce que pour toi, c'est normal. T'es chouchouté. Mais parce que c'est le truc d'âge, tu sais. T'as les grands-parents avec les petits-enfants, ils sont super cool. Et t'as les parents qui disent, mais moi, j'enlevais pas les chaussures, c'était peine de mort. Là, le petit, il est en train de sauter sur le canapé en daim avec des chaussures debout et tu dis, c'est pas grave, c'est mignon. Et il est là, le choc des générations. Il laisse passer des trucs qui... Mais toi, t'es comme ça, non? J'ai l'impression, c'est ce que tu disais, non? Ouais, moi, je suis un papa poule. Non, je suis au-dessus de papa poule, je suis papa pute. T'as papa poule et papa pute, c'est encore plus... Mais t'as papa poule, c'est il laisse passer les caprices, et papa pute, c'est il finance les caprices. Je te marre, quoi. Ouais. Mais tu crois pas que parce que si, mais c'est que je te voyais, ton père il t'avait rendu service finalement. Ouais. Tu crois que tu rends service à tes enfants en étant papa pute? Je la rends pas service, mais je me dis que voilà, si je peux leur éviter la souffrance. Après, j'ai vu que t'avais l'éducation Montessori où tu laissais tout faire et voilà, je suis un grand des Montessori. Dolto, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est François Dolto. Ouais, je sais. C'est la mère de Carlos. pas celui qui se faisait exposer, mais qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc. L'autre Carlos, dont tu parles d'ailleurs. Ouais. Ok. C'est assez marrant parce que tu t'es fait LOL, donc sur lequel je me suis bien marré, et moi je me suis dit, le mec tiendra pas 5 minutes. Parce qu'en fait, tu te marres tout le temps dans tes spectacles. Bah, tu sais quoi, j'ai fait un travail sur moi-même où, en fait, l'association avec laquelle que je défends, ils font des trucs extra. Ils font des puits en Afrique. Comment ça s'appelle? Un orphelinat. Terre d'espoir. Terre d'espoir. C'est des cracks. Franchement, ils m'ont vraiment fait
pleuré à plusieurs reprises et ça faisait un petit moment que je les aidais. Et là, la somme de 100 000 euros, c'est un game changer pour eux, tu vois. Tu sais que pour 8 000 euros, tu fais un puits et tu sauves un village. Et 100 000 euros, 80 000, 90 000, c'est des sommes de folie, tu vois. Et je me disais, il faut que je le fasse pour eux. Donc, je me suis mis dans un mode où je me suis dit, tu vois, c'est pas pour manquer de respect aux autres candidats, mais j'ai dit, écoute, tout le monde a son association et tout le monde défend son association, tu vois. Mais moi, je vais gagner. Ouais, je vais gagner pour les petits. Je vais gagner pour eux. Et voilà, je me suis retrouvé en finale avec Audrey. Et avant même la finale, je savais que le prize pool pour le premier, c'était 150. Et le deuxième, 25 000. Et j'ai dit, on met tout dans la cagnotte et on partage quoi qu'il. Elle m'a dit, vas-y. Tu vois, te remporter 25... au lieu de 150. Au lieu de 150, tu vois, tu te dis quoi qu'il arrive, on est tous les deux gagnants, on donne 87 500 à nos associations. Je pense que c'est... Elle m'a dit, vas-y, bingo, on y va, Redon. Et voilà, moi, je reçois des messages tous les jours de l'association. On fait une vidéo, tu la vois sur mon Instagram, où tu as plein d'enfants d'orphelins qui sont là. Et merci Redouane, merci Redouane, merci Redouane. Et tu sauves des vies de dizaines d'enfants. Et pareil, et c'est exceptionnel. Et donc voilà. C'est facile de pas rire. C'est facile pour toi. J'ai l'impression que c'est tellement dans ton personnage. Ouais, mais le truc, c'est de pas rire. C'est dur. Hein. Il y a plein de fois. Et après, je voyais ces images de petits qui me donnaient la force. C'est un personnage, Redouane? Ouais, moi je pense que c'est mon alter ego. C'est pas toi? Ouais, c'est un peu moi. Un peu beaucoup. À la folie, passionnément. Ouais, il y a beaucoup de moi, mais Redouane, il y a le Redouane sur scène et il y a le Redouane hors de scène. Donc il y a des gens qui voient que des vidéos qui pensent que... Et dès qu'ils me rencontrent, ah ouais, mais en fait, vous avez un cerveau, vous réfléchissez, vous avez de la culture, vous savez vous exprimer. T'as des gens, ils voient un sketch de 2 minutes, ils pensent que t'es débile. Tu passes une soirée avec eux, ils sont sous le choc. C'est assez marrant parce que tu vois ce regard que t'as là et que t'as sur scène, en fait, souvent, t'as presque une mimique un peu agressive. Tu vois ce que je veux dire? T'as un côté un peu distant, comme ça, genre... Et puis tout d'un coup, ton visage s'illumine et puis tout d'un coup, tu reviens dans ce truc-là. Depuis le début, je me dis, putain, est-ce que t'es content d'être là? Oui, super content. Ouais. Mais je me dis, il y a le match dans pas longtemps. Je vais te laisser, t'inquiète. Ouais, il va falloir... Est-ce qu'il va me lâcher? Parce bien sûr, mais t'inquiète. Mais moi, il s'est dit, on va faire une nuit avec Redouane. C'est le podcast. On vient de créer un podcast, One Night with Redouane. Et on va péter le score. On va faire un podcast de 8 heures. Il va tout me raconter. Tu sais, il a cru que c'était une psychanalyse. Bien sûr, mais je vais te poncer, mec. Non, mais tu peux. Non, mais non, je te jure, je suis content d'être là. Ouais. Non, mais ça. On a trouvé le temps de pouvoir te caler, tu vois. Non, mais t'as une forme de poker face qui est hallucinante. Ouais, j'ai le poker face. Je joue au poker. Oui, j'ai vu ça. Donc, je pars à Monaco faire un tournoi pour Poker Star. La semaine prochaine, je te jure, c'est vrai. Ils font le PT. Tu vois comme il s'illumine là quand il dit ça. Non, mais vraiment. Et le fait de beaucoup jouer au poker, c'est de ne pas laisser transparaître ses émotions pour pas qu'on lise à l'intérieur de toi, savoir si t'es un bon jeu. T'imagines, mec, a une paire d'as qui fait... tu vois, ou qui fait ça. Tu vois ce que c'est... Tu tacles un peu au poker? Il y a le Redouane, le comique, est là? Ouais, je mets des vannes. Oh putain, ça doit être extra. Je mets des vannes, mais au casino, c'est... les gens sont comme des fous. Tu sais qu'il faut en faire un show, ça. Ah ouais, faire une émission. Au casino, à la roulette, parce que je suis joueur, tu vois. Je n'ai pas de vice, je fume pas, je bois pas d'alcool, mais je suis joueur, tu vois. Dans le sens où je joue au poker, j'ai des petits kiffs de temps en temps, je fais au casino, et les gens qui se retrouvent à table avec moi, ça fait des blagues. Avec le croupier, les gens autour. Faut faire un show. Faudrait faire un show où tu fais un poker humour. Tu vois ce que je veux dire? Ça marcherait comme concept, tu crois? Mais tu sais que tu as les croupiers de Monaco, tu sais qu'ils me voient, ils sont contents. Parce que tu as des milliardaires qui jouent, qui sont super riches et qui ont aucune émotion.
et je les vanne avec des trucs de sosie, des blagues. Je leur donne des pouvoirs. J'ai dit, c'est pour les orphelins du casino. Tu vois, et je fais des blagues, tu vois. Et les mecs comprennent, ça va. Ouais, ils comprennent, ils se anglais régalent. Tu sais vanner en anglais? Ouais, je fais aussi en anglais. Je parle couramment anglais. Ouais, forcément. Je fais un accent marseillais en anglais ou pas? Je fais des blagues. Ouais, on dirait Eric Cantona qui parle. J'ai un fort accent marseillais en anglais. Ça me fait penser à mon pote Tristan qui t'a kiffé. On a appelé juste avant parce qu'il est venu te voir. Il savait pas qui t'étais en fait. Lui, il fait partie des gens. Je dis mec, tu vas voir Red One, mais c'est une tuerie. Depuis, il est devenu ultra fan. Et lui, c'est un Montpelliérain marseillais. Ouais. Et il a vécu genre 10 ans à Londres. Et putain, quand tu l'entends parler anglais, tu sais qu'il est marseillais, quoi. C'est à mourir de rire. Tu les vois, les mecs qui arrivent. Excuse me, do you see my mobile? I'm very happy to be here with you. Anyway. Ah, t'as les Français qui parlent. Tu les reconnais direct. Je vais te laisser. Il y a un moment, juste, j'ai pas réussi à percer ce secret là depuis tout à l'heure. Il y a un moment où tu n'y as pas cru. Il y a un moment où tu t'es dit, je vais pas percer, ou Madame Machin, elle avait raison. À aucun moment de ma vie, j'ai douté. J'ai eu pas un doute, mais une appréhension. Où tu sais, quand j'écoutais Charles Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Tu sais, le truc de voir les années passer et écouter les paroles de cette chanson. Mon complet bleu, ça fait 30 ans que je le porte et mes blagues ne font rire que moi. C'est un artiste qui devient has-been, tu vois. Même pas has-been, qui a même pas réussi. Être has-been, c'est pas je pense que c'est pas péjoratif, parce que si t'es has-been, ça veut dire que t'as été. You have been. Ouais. Has-been, t'as été quelqu'un. De ne plus l'être. Je pense que c'est une petite mort. Tu vois, c'est comme un mec qui prend sa retraite. T'as une petite mort. T'as une déception. Mais t'as été quelqu'un. Never been, c'est autre chose, quoi. C'est ça. C'est la Il y a un peur moment où du tu t'es dit que peut-être que c'est la peur du never been. Tu vois. Et tu vois, moi j'ai plein de... C'est surtout des copines d'ailleurs, mais qui sont mis à faire du stand-up, qui sont super résilientes, qui bossent vachement. Je suis hyper admiratif, mais hyper admiratif. Ombline, on a Judith, j'en ai plein, tu vois, je pourrais en citer d'autres. Et par moment, tu dis putain, mais enfin, non, je me dis jamais qu'est-ce qu'elles font. Je trouve ça admirable, mais je sais pas, je trouve ça hyper fort. Comment t'arrives à aller jour après jour, des petites salles, des un peu plus grosses, puis des plus petites, puis des plus grosses. C'est mais c'est un métier très difficile. Faut kiffer en revanche. Faut kiffer tous les jours, non? C'est ça? Il faut que ça soit ta nature. Tu vois, il faut que ça te plaise vraiment. Moi, de faire rire les gens, ça me plaît. Tu vois, et je suis content quand je fais rire des gens. Et à partir de là, je savais que moi, de jouer dans des caves, dans des chichas, dans des restos, dans des bars, dans le métro, j'avais pas peur de le faire. Je savais que c'était mon ADN, que ça coulait dans mes veines, et j'ai jamais douté. Après, je te dis la vérité, la peur ou l'appréhension que tu peux avoir, c'est de pas arriver, d'être sous-coté, de pas réussir, tu vois, de réaliser ton rêve. Mon rêve, c'était de faire l'Olympia, tu vois, de marquer mon nom, rendre fier mes parents. Tu vois, ta mère, putain, le pauvre, il n'arrive même pas à payer son loyer. Est-ce qu'il va réussir à remplir son frigo? Et quand tu débutes, c'est ça le problème. C'est moi qui vais chez des potes sur un canapé. Je suis arrivé à Opéra, je dormais sur un canapé. T'avais une fille? En plus, j'avais une fille. Non, j'avais la grande. Je partais. J'étais peut-être dans des podcasts ou dans des interviews, je le raconte. J'ai fraudé l'Eurostar. Je n'avais même pas l'argent pour prendre l'Eurostar. J'ai acheté les billets sur des sites de revente qui sont trocs de train, qui existent. Bien sûr, ouais. Je faisais ça. Ouais. Oui, il est tellement cher l'Eurostar. Tu achètes ton billet de 200 balles aller-retour. Le retour, tu ne peux pas l'utiliser, il n'est pas remboursable, il n'est pas échangeable. Du coup, tu le mettais sur le site à 50 pounds, quelqu'un l'achetait et il partait avec ton billet. Mais tu avais des petits malins qui vendaient 10 fois le billet. Ils recevaient 2, 3, 4, 5, 10 coups de fil. Après, changer de téléphone, ils avaient pris 500 pounds. Et tu arrives, tu cliques ton billet, il est déjà utilisé. Et tu dois partir. Et j'ai fraudé. Tu avais une vieille dame qui arrive, je suis rentré avec elle et j'ai fraudé l'Eurostar. Et tu as eu des moments difficiles où tu ne sais pas quoi manger, tu es chez ton cousin,
T'arrives à nourrir tes enfants, ta famille Ouais, parce que tout ce que tu gagnes, tu essaies d'envoyer ce que tu peux. Et des fois, voilà, c'est dur. Et tu as le coup de fil où tu appelles ta mère et tu as honte. Tu es adulte, tu as des enfants. Tu dis, maman, aide-moi, ou ton père, ou ton frère. Tu appelles des potes. Et ils croient en toi toujours. Et t'aident parce qu'ils t'aiment. Ils s'en foutent, ils croient pas en toi. Mais ils t'aiment. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as un pote, il te dit, ouais, j'ai envie d'inventer le distributeur de merguez. Tu sais que ça va pas fonctionner. Mais s'il te plaît, aide-moi, prête-moi 2000 balles. Et tu les as, tu lui files. Tu vois, même s'il rentre dans un mur, tu vas pas lui faire la morale, mais t'es con que tu vas faire un distributeur de merguez. Tu sais que ça va jamais fonctionner. Mais voilà, tu l'aimes, c'est ton pote. Il te dit, j'arrive pas à joindre les deux bouts, aide-moi, tu vas l'aider. T'as pas beaucoup plus de potes depuis que tu fonctionnes bien, du coup, qui veulent lancer des merguez? J'ai des potes. Il y a tout le monde qui est réapparu, mais c'est pas ça, c'est que j'ai une famille que je connaissais même pas. J'ai des cousines, des sœurs, des gens qui sont apparus, je les connaissais même pas. Je sors de spectacle, la meuf elle me dit, je suis ta cousine. Je dis, ta cousine d'où? Ben, je suis la fille de ta tante. Je suis ma tante, mais de quel côté? Elle me dit, de ton père. Ma mère, je sais qu'elle a 2 sœurs, mais mon père, il a que des frères. Je dis, elle va pas m'avoir. J'appelle mon père. Allô, papa? Je suis avec une fille qui dit qu'elle est ma cousine. Et elle me dit, oui. Attends, comment oui? Elle s'appelle comme ça. Elle me dit, oui. Elle me dit que sa mère s'appelle comme ça. Elle me dit, c'est ma sœur. Je dis, mais papa, tu m'as jamais parlé de ta sœur. Elle me dit, ouais, tu sais, j'ai appris par une personne qui est venue me voir en spectacle que j'avais une cousine, que j'avais une tante, et qui était morte il y a quelques années, et que sa fille, et que mon père était à son enterrement. Je dis, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Elle me dit, ouais, vous aussi, vous intéressez pas. Il m'a tout retourné. C'est énorme. Mon père, super marrant. Vous vous intéressez pas. Il y a pas longtemps, il m'a dit, tu m'achètes un appart en Algérie? J'ai dit, mais papa, t'as 83 ans, pourquoi je vais t'acheter un appart? Il me dit, ouais, comme ça, j'ai quelque chose à te laisser. Mais c'est un phénomène, mon père. Donc voilà, tu sais d'où vient la fibre artistique. Ouais, donc je vois que t'en as un peu bavé, ouais. Juste là-dessus, et après, promis, une nuit avec Red One. Non, mais vas-y, on a encore okay, 5 minutes. Encore 10-15 minutes, vas-y. T'as eu l'extra time. Comme tu joues au flipper, t'as bien joué, t'as l'extra ball. Indiana Jones. Ouais. Moi, c'était le Terminator. Quel jeu. Non, je me demande quelle est la proportion, évidemment, tu le sais pas exactement, mais l'impact de TikTok dans tout ça. C'est-à-dire que moi, je pense que je t'ai découvert il y a 4 ans, vers 2020. T'as TikTok, t'as Instagram, t'as Facebook. Mais par exemple, il y a un moment, t'as investi quand même pas mal de pognon pour tout filmer. Ça coûte cher de te filmer et de diffuser quand même. Il y a plein d'artistes qui le font pas, qui l'ont pas fait. T'es le premier à l'avoir. C'est Roman Fressinet qui me dirait, Don, t'es marrant. T'es un tueur. T'as un point fort, c'est l'impro. Filme-le. Filme. Donc t'avais une caméra? C'est toujours une caméra. C'est le même mec. Ok. Il filme, il coupe. J'ai démarré avec un mec. Écoute-moi bien. Je joue. C'était il y a 3 ans. 3-4 ans. Ouais, ça, c'est 2020, 2019. Ouais, 2020, moi, je dirais. Ouais, 2020. Ah, il y a les confinements. Roman, il me dit, tu te ferais filmer. Je trouve un mec. Mec, j'avais vu, il avait déjà filmé des trucs pour un autre humoriste, mais il avait son délire, il filmait en noir et blanc, il avait mis 2 caméras avec un style. Tu vois, c'était stylé, tu vois ce que je veux te dire. Un genre de Spike Lee à la française et tout. Super talentueux, le mec. Je vais le voir, je dis, écoute, je vais jouer, j'aimerais beaucoup que tu filmes et tout. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est temps par soir. Je dis, vas-y, je te paye, il n'y a pas de souci, tu viens, tu travailles. Il n'y a pas beaucoup de gens qui investissent sur eux-mêmes, mais je dis, moi, c'est pas grave. Même si je ne gagne pas beaucoup, je vais investir sur moi-même. C'est combien, tu peux me dire? C'était quoi? C'est 150, 200 euros par soir, tu vois, pour qu'ils filment. Mais quand tu joues 2-3 fois, ça fait 600 semaines. Dans le mois. Et après, il te sort les shorts lui-même. Après, il te coupe avec les shorts. Ouais, tu vois, c'est pas tout le monde qui paye 200 balles pour un gars. Et il vient, il filme 2 soirs. Et je cartonne. Je te jure, je cartonne. Je me dis, putain, j'appelle Romain, je dis, putain, le mec, il a filmé et tout. J'appelle le mec, il me dit, ouais, tout, écoute, je vais te monter ça et tout. Après, t'as le Covid, t'as le truc qui tombe, mais il y a 2 soirs où il a filmé et j'ai fait 30 minutes chez 1 heure d'impro. Ouais,
les vidéos, elles sont ouais, attends. Je le vois, le mec, il m'esquive. Je fais le voir, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, en fait, j'ai un disque dur. J'avais un taf. Je devais filmer un mariage. Et c'est dans le disque dur. Ok, pas de problème et tout. Je dois récupérer le disque dur, truc, tac. Vas-y, je le lâche pas et tout. Je dis, bon, je vais te dire la vérité. J'ai effacé sans faire exprès. Quoi? En fait, j'ai filmé avec 2 caméras. Et il y a une caméra qui a été effacée parce que le disque dur était dans le mariage de l'autre personne, de je sais pas quoi. Et t'as qu'une seule caméra. Du coup, t'as la prise de vue, la caméra où on me voit bien, on ne voit pas. T'as que de moi de profil avec qui filme le public ou t'as les... C'est impinable. Inutilisable. Et je me suis séparé de ce mec. Donc, ma première expérience avec le mec. Donc ça, c'était avant Covid. Tu aurais pu en plus cartonner pendant le Covid avec Exactement. ça parce que tout était fermé après. Quoi. Donc après, j'ai mon pote Nino qui me dit, écoute, j'ai un gars qui filme, c'est un mec qui bosse avec moi, Clément Dugoujon. Il vient, il me filme et ça a matché de suite. Je suis un autre gars. Mais je l'ai recroisé, ce mec. Je lui ai dit, tu vois, là, le gars qui bosse avec moi maintenant, il gagne super bien sa vie. Et toi, t'as foiré, frérot. Donc... comme quoi tu peux te rater et retomber sur des gens bien. Et c'est pareil. C'est ce que je te disais, le travail, la ponctualité, certaines valeurs dans tout. Tu arrives à l'heure et tu fais bien ton travail. Quoi. Mais tu commences le spectacle à 20h, le mec qui arrive à 20h30, c'est fini. Il a raté 30 minutes du spectacle, c'est fini. Mais voilà, j'ai commencé à filmer les trucs avec Clément Dugoujon. Et le mec, voilà, il est ponctuel, il est bosseur, il monte, il sous-titre. Et voilà, ça fait 4 ans que je bosse avec lui, ça se passe super bien. On a créé la chaîne YouTube. Il en fait d'autres, du coup, maintenant? Il y a tout le monde qui l'approchait. Okay. Parce que tout le monde pensait que... Tu sais... C'était grâce à toi, à lui que tu cartonnes. Ouais, tout le monde l'approchait. tu sais, les mecs, ouais, tu filmes avec quelle caméra? Ils pensaient que c'était la caméra. Après, ils pensaient que c'était le micro. C'est quoi la marque de ton micro? Ouais, c'est le micro qui fait les blagues. Bien sûr. Ouais, mais il a un bon podcast. C'est quoi comme micro que tu utilises? Non, mais à aucun moment, ils se disent, le mec, il fait de bonnes vannes. T'as tout le monde qui essaie de faire la même chose. Et ça n'a pas pris parce que voilà, c'est le contenu. Il y a plusieurs trucs. Tu vois, c'est comme Coca-Cola. T'as le Coca, tu vas dans le rayon cola. Il y a combien de boissons? Tu vois, tu prends Coca-Cola. Ben, c'est pareil. Non, mais sur le podcast, moi, au moins, je donne tout mon matos partout. T'as un truc, tu tapes matos podcast et puis tu trouves mon truc. Mais moi, j'ai fait la même erreur à l'inverse. C'est qu'un jour, je me suis acheté une GoPro en me disant, putain, les mecs qui ont des GoPro, quand ils vont au ski, ils font des trucs de ouf. Ah, je sais pas ce qu'il est, tu t'éclates. T'as fait une GoPro, tu t'éclates. Ouais. C'était nul, putain. Une GoPro. Non, c'était pas nul, dit Clem. Non, ouais. mais la partie ski, ouais, c'est gaulerie. Mais voilà, mais ça, en revanche, c'est pas extrême, tu vois, dans l'approche. Je fais pas des backflips, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. C'est le parallèle de la GoPro. Mais les mecs qui te disent, tu utilises quoi comme micro? Voilà la marque. Mais tu vois, là, cette caméra, elle marche plus. Mais en revanche, comme on fait du bon travail, et ben l'autre, elle fonctionne. Parce qu'on sait que celle-ci, elle est défaillante. Mais c'est pas grave. Donc, on sait qu'au bout d'un moment, elle s'éteint. Donc, comme j'ai une bonne équipe, et ben on sait que... Elle s'est éteinte à quel moment? Il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est pas grave. 5 minutes. Ouais, mais c'est normal, c'est au bout d'une heure, 1h30. Ouais, en fait, c'est la batterie qui chauffe. C'est le truc, ça, c'est des vraies caméras, et ça, c'est un appareil photo. Bref, whatever. Donc, ouais, mais ça, je pense que ça a quand même cliqué de ouf. C'est-à-dire que, pour moi, évidemment, tu remplis ces stades grâce au talent. Mais les réseaux, la caisse de résonance, pour moi, tu vois, j'ai l'impression d'avoir dit à 2-3 potes comiques il y a très longtemps, mais vas-y, putain, j'ai formé une copine comique. En 2012, je lui ai dit, pleine balle sur Insta. J'y ai passé 2 heures avec elle. Je la kiffe, mais et je crois sur le coup, elle m'a pas compris. Elle l'a fait, elle est venue, elle m'a pas compris. Elle s'est dit, bon, il est sympa, lui, il aime le digital, ouais. Et en fait, 4-5 ans après, elle m'a dit, putain, mais en fait, j'aurais complètement dû faire ça. Je trouve qu'elle a plein de talent, tu vois. Mais ouais. Non, mais ça, les réseaux, tu sais, avant, il y avait le game de l'entertainment, du spectacle, du one-man show, du stand-up. Fallait passer par les télés. T'avais les mecs qui te disaient à l'époque, les années 90, tu faisais telle émission, tu faisais Drucker, Ruquier, Ardisson, c'était fini. Tu faisais un bon passage, un extrait, tu remplissais la cigale pendant un mois. Mais là, ça a changé, là.
Les gens ne regardent plus la télé. Les gens, ouais. Mais avant de te coucher, qu'est-ce que tu fais? Tu scrolles. Il faut passer sur les réseaux pour aller à la télé. Tu fais quoi avec ta femme? Vous êtes dans le salon, tu as la télé qui est allumée, et vous envoyez des vidéos à 2 mètres. Vous êtes là, tac, regarde, lui, il est sympa. Et c'est ça ou pas? Tu vas même plus dans le salon, de toute façon. Ça non, sert à rien. Tu es dans le salon ou dans la cuisine, vous êtes à 2 mètres et vous envoyez un chat qui jongle, un bébé qui a fait un truc super mignon. J'essaie de lui parler en vrai quand même. Mais on le fait tout, ça. Ouais. C'est dans le même truc, tu vous envoyez des... Et c'est les relations humaines qui ont évolué comme ça avec la technologie. Et puis en plus, comme tu parles à tellement de monde, je veux dire, tu vas flinguer un noir, tu vas flinguer un kabyle, tu vas flinguer je sais pas, un gros, un maigre, je sais pas quoi, quelqu'un de la RATP, un flic. T'as fait des trucs sur les flics. Oh là là, t'es allé loin. Gendarme, j'ai fait taper sur tout le monde. Tu vas tellement loin. Caissière, banquier, tout le monde, trader, du coup, professeur. Trader, c'est clair. Tiens, il va falloir que j'y aille avec ma mère, je pense que je vois ce que... Elle fait quoi dans la vie, ta mère? Elle est retraitée, infirmière. Mais elle faisait quoi avant? Infirmière. Après, elle était bergère. Infirmière, la vanne qui revient souvent. Je sais ou pas? Elle lave des zizi pour vivre. Surtout que tu sais que mon père est médecin en plus. Ah ben voilà. Là, je te jette sur un plateau, là, c'est cadeau. Non, ça n'est pas les parents. Si, t'as dit que tant que c'était fait avec amour, t'avais le droit. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais bien sûr, tu peux venir avec les parents. Il a envie. Il est sur le frein à main. Non. On est bien. Je suis venu en paix. Redouane Bougueraba, merci mec d'être venu. J'ai une question. Oui. Que je pose à tous mes invités. Alors, on te suit sur Insta, sur TikTok, ça, on le sait, un peu partout. Sur LinkedIn, non. J'ai dit à Gad qu'il fallait qu'il vienne sur LinkedIn. Faut venir faire des blagues sur LinkedIn. Je pense qu'il faut... déjà, là, tout ce que j'ai comme réseau, c'est exceptionnel. Mais LinkedIn, c'est encore un autre step. Déjà, je m'en sors plus. Avec tout ce que j'ai là, j'arrive plus. Tu réponds, toi, tu y vas tous les jours et tout. Je réponds beaucoup sur Instagram. Ouais. TikTok, j'ai 1,7 million et ils m'ont noyé. J'arrive pas. Mais je réponds beaucoup. Hein. Aux insultes aussi ou pas? Non, je réponds pas aux insultes, je réponds qu'aux gens bienveillants. Tu masques, tu machin? Ouais, parce que t'as les gens, ils répondent qu'aux insultes. Les gens qui disent c'est super ce que tu fais, je me régale. Je réponds que les bienveillants. Et... Je vais te faire la petite photo avec la casquette. Et tu... Hein? Je profite pour l'envoyer à Gala, à Voici. Et si tu avais l'occasion de croiser, je sais pas, le jeune Redouane à Marseille à 18 ans, tu faisais quoi à 18 ans? Ah, t'as été à la fac de socio, toi? J'étais à la fac, ouais. J'ai fait économique et social. Bah, je dirais, continue à faire ce que tu fais, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Tu t'es... Ouais. Tu t'es éclaté? Ouais, je pense qu'il faut se perdre pour se retrouver. Tu vois, tu vas pas... je pense que si t'as de L'Oréal et que tu reviens dans le passé et que tu essayes de conseiller ton jeune toi, fais attention, tu vas te planter, elle va te faire mal, truc, tu peux récupérer ça, tu fais pas telle erreur, tu peux ouvrir une brèche et complètement tout transformer. Tu vois. Je pense que là, je suis épanoui, je suis heureux. Donc, toutes les erreurs que j'ai commises m'ont permis d'être le Redouane d'aujourd'hui. T'as été malheureux dans la dèche, dans tout ça? Non, je te jure, j'ai traversé des moments difficiles, mais c'est la chanson d'Aznavour. Hein. La misère est meilleure au soleil. Et c'est vrai, mais tu te rends pas compte quand tu es dans la misère. Avec de la nostalgie, c'était des bons moments. Tu sais, quand tu partages un sandwich, tu te dis, putain, c'est la fraternité. Et avec le recul, tu te dis, putain, on était pauvres. Hein. Il y a un sandwich pour 4. Tu vois, bouteille de coca pour 6. Tu te dis, oh, on était fauchés. Mais quand tu es enfant, les enfants, ils jouent avec du papier, du scotch et ça fait un ballon de foot. Tu t'amuses. Et c'était des bons moments. Et voilà. C'est un pays dans lequel on peut émerger. On reproche ça un peu à la France, le truc. On peut sortir. C'est possible, regarde. T'as des talents exceptionnels. Les gens, ils disent, ouais, la France. Aya Nakamura, elle est talentueuse. Omar Sy, Jamel, Kad. Tu vois, c'est Jean Dujardin.
T'as de tout. T'as Raïm, Leila Bekti, t'as tes talents, c'est éclectique, issus de l'immigration, t'as tes franco-français, franco-italien, franco-espagnol, Zinedine Zidane, t'as tes sportifs, Wembenyama, métissage, tout. C'est bien sûr que c'est possible. C'est ton pote Zizou? Ah, Zizou, je l'adore. Vous connaissez bien? Idole, moi je le connais un petit peu. Moi je le connais plus que lui me connaît. Ce moment où tu dis j'ai voulu être footballeur, je pouvais pas, j'étais trop gros, mais il m'a dit tu sais quoi, il va faire du ping-pong, cette fils de pute. Non, il n'a pas dit ça, il dirait jamais ça, parce qu'il est respectueux, mais je voulais sortir une insulte. C'est énorme. C'est énorme. Bon, on va venir te voir un peu partout. Moi, j'invite tout le monde à y aller. Normalement, j'essaie de négocier des codes promo, mais pas avec les artistes, parce que pour nous, tu dis, elle me regarde, t'es pire que moi. T'as appris. Elle est là tout le temps. Hein, depuis quelques épisodes, Clémence, elle s'est fait un premier rang gratuit. Elle est venue, Clémence. Ouais. Premier rang gratuit. Elle a ramené du rire. Tu peux la tacler si tu veux. Non, Clémence, elle est bien. Elle a un petit côté Maïwen. Il y a un petit côté. Hein. Ouais, je l'ai déjà entendu. C'est genre. Ouais. En plus jeune. Ça te fait plaisir ou pas d'entendre Maïwen? Je prends. Très belle Maïwen. Avec la voix de Joey, quoi. Bah oui. Merci Redouane. Merci à vous. C'était vraiment trop cool. Merci. Au débeauté comme ça avant ce match. Moi, tu sais quoi, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais je te le dis maintenant. Je suis quand même pour Marseille. Moi, je peux pas m'empêcher d'être pour un club français, en fait. C'est beau. T'es un beau gosse, t'es un prince. Ouais, mais bon, je sais pas, je suis pas sûr. T'as cette force que je n'ai pas. Après, quand Marseille perd, quand même un groupe WhatsApp où on est 4, j'ai 3 potes marseillais. Évidemment, je les flingue. Évidemment, je les flingue. C'est le groupe au moins une fois par semaine, les notifs. Voilà. Ils ont encore perdu. Le à jamais les premiers que je prends tous les ans. Tous les ans. Toute ta vie, tu le prendras, celle-là. Toute ma vie, ouais. Des gens qui t'appellent encore un numéro masqué. Vas-y, décroche, on va voir. Jamais. Jamais. Ça, c'est le pape. Le pape. Oh, François. On l'embrasse, François. Bah écoute, tu nous ouvres un petit selfie avec François? Avec plaisir. Allez, ça marche. Et puis tu lui dis de venir sur Génération de Turcel. Ouais. Je connais un podcasteur, mec. Ouais. Il faut que tu viennes, il t'attend là. Ça va être le popcaster. Allez, merci Redouane, merci à vous tous. Si vous êtes nouveau sur Génération Do It Yourself, abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton abonner. N'oubliez pas de suivre Redouane, d'aller le voir. Idéalement à Marseille, je pense que vous allez vous régaler. Et puis voilà, on le retrouve sinon bientôt en couve de Voici. Non, je te le souhaite pas en vrai. Allez, bisous, salut.